Bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis heureux de vous accueillir pour cette troisième conférence que nous organisons en partenariat avec LFF Luxembourg for Finance. On va avoir 2 matinées de travail autour d'une question évidemment cruciale et qui a été complètement bouleversée depuis quelques semaines, depuis le 24 février très précisément. Quel monde en 2022? Cette conférence, je le disais, c'est 2 matinées de travail autour de questions qui agitent aujourd'hui la planète et la planète finance. Et on va voir tout de suite ça avec notre premier intervenant. Bonjour Nicolas Maquel. Bonjour. Vous êtes le CEO de Luxembourg for Finance. Un mot sur ce que c'est que cette structure, ce que c'est que LFF. Très bien. D'abord, laissez-moi vous remercier et d'abord de ce partenariat qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est dans sa 3e édition. C'est pour nous un partenariat auquel nous sommes très attachés. LFF, c'est l'agence de développement de la place financière luxembourgeoise. Nous sommes un partenariat entre, d'une part, le gouvernement luxembourgeois et, d'autre part, les acteurs de l'industrie financière. D'accord. Et donc, vous êtes là pour parler, évidemment, de la place luxembourgeoise, mais aussi de tous ces sujets que nous affrontons tous, aussi bien Paris que Luxembourg et que d'autres places financières dans le monde. On a 2 jours de débat. Comment est-ce que les débats vont se structurer? Alors, ce que nous avions prévu, in tempore non suspecto, si on peut dire ainsi, c'est de débattre de l'économie, de la conjoncture, pour voir, à l'époque, on pensait comment l'économie s'en sortait après la crise de la pandémie. Maintenant, évidemment, les donnes ont changé et on va devoir regarder comment cette guerre en Ukraine impacte. Voilà, les guerres se succèdent. Pardon, je fais comme le président américain. Quel impact cela a sur nos économies, y compris sur les acteurs financiers, que ce soit au Luxembourg, à Paris ou ailleurs en Europe ou dans le monde. Ensuite, on voulait regarder l'avenir des crypto-actifs. Je crois que s'il y avait une innovation à laquelle on pouvait s'attendre, c'est dans ce domaine-là, que ce soit pour le monde de l'investissement ou surtout les différents projets menés par les banques centrales en Europe, mais aussi ailleurs, sur les monnaies digitales des banques centrales. Demain, on va regarder quelle est la véritable menace pour non seulement nos économies, mais nos sociétés, c'est le réchauffement climatique. Elle reste toujours cachée aujourd'hui derrière l'urgence ukrainienne, elle reste la plus grande menace. Et ensuite, évidemment, un autre grand sujet qui est celui de la Chine, qui d'ailleurs, à mon sens, détient au moins une clé, si ce n'est plusieurs clés, pour résoudre la plus grande crise actuelle. Une partie des clés dans sa relation avec la Russie et avec le reste du monde, en effet. La crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, a évidemment bouleversé l'ensemble de l'actualité, a écrasé le reste de l'actualité. On voit bien qu'il y a 2 sujets. Il y a un sujet d'urgence et puis un sujet avec une temporalité, si j'ose dire, plus longue. On voit quand même, alors l'urgence, elle est assez angoissante. C'est la guerre à nos portes, c'est les bombardements, c'est l'encerclement de Kiev. La temporalité plus longue, elle est un peu plus, si j'ose dire, réjouissante, parce qu'on a vu l'Europe se mobiliser d'une façon assez exceptionnelle, assez inédite d'ailleurs. Est-ce que, vu du Luxembourg, vous êtes, de ce point de vue, optimiste? Alors, les Luxembourgeois sont évidemment des Européens enthousiastes, et voir l'Europe vraiment à l'appel lors des moments de crise, on l'a déjà vu lors de la crise de Covid, avec cet acte de solidarité qui était le fonds européen pour la relance. 750 milliards voilà, qui avaient été décidés. Le Luxembourg est parmi les pays qui sont des nets donateurs, oui. Mais pour nous, c'est un acte de solidarité. C'est ce que pour nous représente l'Europe. Ici, dans un contexte évidemment tout à fait différent, l'Europe, de nouveau, est soudée, et c'est ça qui, pour nous, est quelque chose au moins de positif dans ce contexte.
Très bien, alors nous allons recevoir maintenant et entrer dans le vif des sujets et des débats. C'est Rémi Godeau, le rédacteur en chef de l'Opinion, qui va piloter cette matinée, si j'ose dire, et qui va vous présenter tout de suite la première intervenante. À tout de suite. Bonjour et donc merci Nicolas Maquel et merci Nicolas Bétou. Bonjour à tous, je suis donc le rédacteur en chef de l'Opinion, Rémi Godeau, et je vais suivre avec vous ces 2 heures de webinaire sur des sujets qui ont été un peu bouleversés par la guerre en Europe, bien évidemment. Je vous propose, sans plus attendre, d'écouter notre première keynote speaker. Il s'agit de Madame la ministre de la Finance du Grand-Duché du Luxembourg, Madame Yuriko Bakes, et nous nous retrouvons tout de suite après. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je saisis aujourd'hui l'occasion de vous parler lors de cette conférence organisée par Luxembourg for Finance et l'Opinion. Permettez-moi tout d'abord de souligner les excellentes relations entre nos 2 pays. Nous ne sommes pas seulement des voisins, mais aussi des alliés et des amis historiques. La solidarité et l'amitié entre nos pays ont une fois de plus été mises à l'évidence pendant la pandémie, où nous avons non seulement gardé nos frontières ouvertes, mais nous nous sommes également entraidés. Le Luxembourg a notamment accueilli des patients en provenance du Grand Est en soins intensifs afin de soutenir le système de santé français. Je tiens également à remercier mon homologue Bruno Le Maire pour l'excellente collaboration et la flexibilité de la France permettant de suspendre les dispositions de notre convention fiscale ainsi que la sécurité sociale pour permettre aux frontaliers de travailler depuis leur domicile. Plus que jamais, l'Europe a besoin de cette solidarité. Au cours de la dernière décennie, l'Union européenne a été mise à rude épreuve. Elle a surmonté la crise de la dette grecque qui a menacé la survie de l'euro. Elle a dû faire face à la sortie de l'Union du Royaume-Uni, l'un de ses plus grands États membres. Elle a dû gérer aussi une pandémie mondiale qui a déclenché une récession sans précédent. Aujourd'hui, elle est confrontée à une guerre en Europe qui a entraîné un changement de paradigme dans l'ordre européen d'après-guerre et a déclenché une vraie crise humanitaire. L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. C'est une citation de Jean Monnet, un des pères de l'Europe. En effet, la dernière décennie a montré que l'Europe a la capacité d'agir de manière solidaire et de se forger à travers les crises. L'euro a survécu et l'Union européenne est mieux outillée pour faire face à une crise financière. L'Union européenne a négocié le Brexit d'une seule voix. L'Union européenne a émis une dette commune et a mis en place des mesures d'urgence conjointes pour soutenir les États membres qui ont le plus souffert de la pandémie. Aujourd'hui, l'Union européenne a adopté une position commune contre l'agression russe et a mis en place le régime de sanctions le plus ambitieux de notre histoire. Oui, l'Union européenne en souffrira sur le plan économique. Oui, nos citoyens et nos entreprises seront confrontés à la hausse des prix de l'énergie et à l'inflation. Mais il est de notre obligation morale en tant que l'Union européenne de nous tenir aux côtés de l'Ukraine et de défendre nos valeurs démocratiques et l'ordre de paix. Le Luxembourg est aux côtés de ses partenaires européens pour appliquer des sanctions sévères au régime russe. Ce qui manque à l'Union européenne en termes de capacité militaire, elle le compense par la puissance de son économie. Nos sanctions imposeront un coût sévère à l'économie russe. Notre cible n'est pas le peuple russe, qui est également victime d'un régime qui a conduit son pays à la guerre. Notre cible est le régime. Notre objectif est d'arrêter cette guerre. Le secteur financier, qui est le poumon de nos économies, joue un rôle important dans la réponse de l'Union européenne. Dans le cadre de nos sanctions, c'est l'un des outils les plus efficaces pour couper les moyens pour lesquels les bellicistes financent
la guerre. En même temps, l'unité des pays européens et la force de notre économie européenne nous permettra de limiter les impacts de cette crise sur nos populations. Le secteur financier a aussi un rôle crucial à jouer dans nos efforts communs pour se remettre des impacts économiques et sociaux de la pandémie. Dans le cadre du Fonds de relance, l'Union européenne a fixé les priorités nécessaires en se concentrant sur les investissements qualitatifs et favorisant la croissance. Il s'agit là d'une leçon tirée de la crise financière de 2009, au cours de laquelle l'Union européenne s'est focalisée sur la discipline et la stabilité budgétaire. Depuis lors, l'Europe présente un écart d'investissement important avec les États-Unis et la Chine. La numérisation et la durabilité ne sont pas seulement des priorités pour la reprise économique de l'Union européenne, mais elles sont aussi des moteurs essentiels de la compétitivité future du marché unique européen des services financiers. En ce qui concerne la numérisation du secteur financier, il faut avouer que l'Union européenne n'est pas actuellement un leader mondial. Si l'on considère le secteur FinTech, par exemple, près de la moitié des 96 licornes FinTech du monde sont des entreprises américaines. L'Asie-Pacifique est la deuxième région FinTech avec 21 licornes. L'Europe se classe en troisième. Et il convient de rappeler que sur les 20 licornes FinTech européens, 13 se trouvent au Royaume-Uni et donc hors Union européenne. Pour combler cet écart avec les États-Unis et l'Asie, l'Union européenne doit travailler sur plusieurs fronts. Une réglementation intelligente, plus d'accès à des sources de financement, notamment au capital risk et au marché des capitaux pour les entreprises, les PME et les innovateurs européens, et renforcer les capacités de recherche. Le Luxembourg a d'ailleurs rejoint l'initiative Scale Up Europe que la France a récemment lancée dans le but de promouvoir le financement des entreprises européennes pendant la phase de croissance. Ceci est en effet particulièrement important dans le contexte des entreprises actives dans les domaines de la technologie et de l'économie numérique, où nous avons besoin de champions européens. En réglementant le secteur financier, l'Union européenne doit toutefois veiller à encourager les services et produits financiers transfrontaliers au sein de l'Union européenne, tout en restant ouverte au reste du monde. Le Brexit ne doit pas être une excuse pour créer une forteresse Europe. Cela est d'autant plus important au vu des besoins d'investissement qui impliquent des défis mondiaux tels que la transformation numérique et le changement climatique. Le changement climatique demeure le défi sans doute le plus urgent de notre époque. Bien que les réactions du pacte de Glasgow en novembre aient été mitigées, un message positif très évident ressort de la COP. Les entreprises et le secteur financier en particulier intensifient leurs efforts en vue d'atteindre l'objectif Net Zero. Cet engagement du secteur privé est en effet irréversible. Le secteur a compris que la durabilité, la décarbonisation et le passage à la neutralité climatique sont plus qu'une simple obligation morale. Il s'agit du bon sens économique. Et il est grand temps. Il faut agir si nous voulons inverser le cours des choses. Dans ce domaine, la finance jouera un rôle clé pour soutenir la transition vers un monde à zéro émission nette. Tout d'abord, en aidant à canaliser les investissements vers des projets visant à s'adapter au changement climatique et à l'atténuer. Deuxièmement, en soutenant la transition des énergies polluantes et en limitant l'impact des actifs échoués sur la stabilité financière. La bonne nouvelle, c'est que la transition financière est déjà en cours et que l'Europe est en tête du peloton. L'Europe représente aujourd'hui 90% du marché mondial des fonds ESG. Grâce à ces programmes de soutien et à la relance dans le cadre de la pandémie, l'Union européenne elle-même est devenue le plus grand émetteur d'obligations sociales et vertes au monde. Dans le cadre du programme SURE, l'Union européenne a émis pour environ 90 milliards d'euros d'obligations sociales, dont la plus grande obligation sociale du monde. Il y a quelques mois, elle a émis ici au Luxembourg la plus grande obligation verte jamais réalisée. Et nous devons accélérer ce changement. Avec la taxonomie, le règlement dit Sustainable Finance Disclosure et la future directive sur le reporting en matière de durabilité des entreprises, l'Union européenne a pris le leadership mondial en ce qui concerne l'intégration de la durabilité dans le cadre réglementaire.
Nous devons travailler avec nos partenaires internationaux pour faire converger les approches, les normes et les définitions de la finance verte et durable à travers les différents marchés. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure que post-Brexit et post-pandémie, l'Union européenne se trouve aujourd'hui à un tournant historique. Nous devons suivre et rattraper les autres marchés en matière de numérisation, tout en maintenant et en étendant notre leadership mondial en matière de finances durables. La compétitivité future du secteur financier en Union européenne dépend de la réalisation de ce double objectif. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup à la ministre des Finances du Grand-Duché du Luxembourg. Donc vous le savez, ces perspectives consistent à décrypter les grandes tendances de l'année à venir. Il faut le constater, hein, la guerre en Europe a complètement percuté toutes les prévisions qu'on pouvait faire. Cette guerre, c'est au sens propre un signe noir, tel que le définissait Nassim Taleb, c'est-à-dire un événement imprévisible avec une probabilité de réalisation très faible et qui aura des conséquences assez importantes. Je reprends une phrase de la ministre luxembourgeoise: nous allons assister à un grand changement de paradigme dans l'ordre européen d'après-guerre. Incontestablement, nous y sommes. Donc notre première table ronde va consister à évaluer, à étudier, à décrypter quelles peuvent être les conséquences de cette guerre en Europe, avec déjà, ce qu'on constatait, une montée de l'inflation. Et avant de recevoir nos premiers invités, je vous propose en images quelques chiffres sur la croissance européenne. Il y a encore quelques semaines, l'avenir était pavé de roses pour la croissance européenne. La situation épidémique semblait être enfin sous contrôle grâce au vaccin. L'activité et l'investissement des entreprises étaient bien orientés. Les carnets de commandes remplis, les échanges commerciaux et la consommation rebondissaient. La croissance était censée atteindre au moins 4% en zone euro et aussi en France. Mais la guerre en Ukraine a fait s'envoler l'inflation. Jeudi, la Banque centrale européenne a prévu que l'inflation atteindrait 5,1% en 2022 contre 3,2% prévu en décembre dernier. Elle ralentirait ensuite à 2,1% en 2023 et 1,9% en 2024. En février, l'inflation annuelle en France s'est établie à 3,6% alors que l'INSEE prévoyait auparavant 2,9%. Les différentes analyses ne savent pas encore l'impact que cette nouvelle crise aura sur la croissance. La Banque centrale européenne prévoit une croissance à 3,7%, mais d'autres économistes pensent qu'elle pourrait être seulement de 2%. L'Union européenne dépend beaucoup de la Russie pour son énergie et ses matières premières. Elle doit vite trouver de nouveaux fournisseurs et protéger ses ménages et entreprises de la hausse des prix. Selon l'économiste Jean Pisani-Ferry, il faudrait cette année des dépenses budgétaires additionnelles de 175 milliards d'euros pour amortir le choc du conflit. C'est 1,25% du PIB européen. Voilà, des prévisions de croissance revues à la baisse, une inflation qui augmente. Voilà le décor planté et je vous propose donc d'entamer notre première table ronde. Voilà, première table ronde. William Telkes, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les studios de l'Opinion. Donc vous êtes chef économiste à la Banque et Caisse d'épargne de l'État luxembourgeois. Et va dialoguer avec vous depuis Londres Gilles Mouek, qui est chef économiste du groupe AXA, qu'on va avoir, je pense, dans quelques instants. La première question que je voudrais vous poser, assez simple, William, c'est ce que nous sommes en train de vivre. À quoi on peut le comparer? Est-ce qu'on doit le comparer au choc très important des années 70 ou est-ce que ça se compare aux crises qu'on a vécues depuis? Disons que c'est quand même un environnement assez exceptionnel. Il y a des points de similitude avec les crises des années précédentes, notamment des années 70, mais on n'est encore pas dans une situation de stagflation comme on avait dans les années 70. Donc heureusement, on a toujours une croissance qui est quand même encore présente. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va jongler au niveau politique budgétaire et monétaire pour éviter que cette croissance chute. Donc ça, c'est vraiment le jeu d'équilibriste qu'il faudra garder à l'œil et faire attention qu'on soit quand même dans des mouvements assez graduels pour pouvoir anticiper tout éventuel retournement et donc pour éviter
une situation similaire. Donc il ne faut pas aller trop vite, ce n'est pas encore le choc pétrolier du milieu des années 70. Disons qu'il y a des craintes qui sont aujourd'hui bien présentes. Je pense ce qu'on voit sur les marchés pétroliers aujourd'hui, c'est quand même simplement des anticipations qu'il y a de nouveau des ruptures d'approvisionnement qui sont possibles. Et donc c'est ça qui entraîne actuellement la flambée des prix qu'on a pu voir. Maintenant, l'inflation, c'est un problème qu'on avait déjà avant, parce que, bon, c'est pas vraiment un problème, mais c'était une évolution cohérente par rapport à la reprise de l'activité économique. Et là, maintenant, avec cette guerre en Ukraine et bien sûr les sanctions qui ont été votées, on voit que ça donne une couche supplémentaire. Et là, il faut maintenant faire très attention. Est-ce que Gilles Mouek est avec nous? Je suis avec vous. Bonjour et merci. Donc vous êtes à Londres et donc merci pour votre disponibilité. La première question que je posais à William, présent ici dans les studios de l'Opinion, c'était à quoi peut-on comparer la crise actuelle en Europe? Est-ce qu'on renoue avec les grands chocs des années 70 ou est-ce que c'est quelque chose de différent, moins fort? Il y a des similarités avec les années 70, au sens où ce qui était frappant dans les années 70, c'était la succession de chocs. Vous avez un choc pétrolier en 1973, vous en avez un second en 1979, et c'est souvent l'accumulation qui crée la dérive, en particulier la dérive de l'inflation. Et c'est ça qui me frappe aujourd'hui, c'est-à-dire que pris isolément, le choc de la pandémie, à mon avis, aurait eu un effet assez transitoire sur nos économies et sur l'inflation en particulier, très spectaculaire mais transitoire. Pris isolément, a priori, selon les hypothèses qu'on peut faire géopolitiques, la crise, la guerre en Ukraine aurait également un effet transitoire, mais c'est l'accumulation qui est problématique. En revanche, une grande différence, je crois, par rapport aux années 70, c'est la manière dont la structure de nos économies fonctionne. Dans les années 70, on avait des économies qui étaient quand même très introverties. On n'était pas encore dans l'hyper-globalisation des années 90-2000. Et lorsque les économies sont plus ouvertes, c'est quand même plus compliqué d'avoir des chocs inflationnistes persistants, parce que vous allez toujours pouvoir aller chercher chez un producteur qui est un peu moins impacté des produits un peu moins chers. Et puis deuxième grande différence structurelle, c'est le comportement du marché du travail. Dans les années 70, on avait un marché du travail extrêmement rigide, avec des négociations salariales extrêmement centralisées. Tout cela était né du compromis social de l'après-guerre. On n'est pas du tout dans la même structure du marché du travail aujourd'hui, et donc c'est ça qui permettrait de penser que le choc est lourd, plus persistant que ce que j'aurais pu penser il y a quelques mois, mais pas complètement comparable à celui des années 70. Vous parliez de cet effet cumulatif, donc il y a eu effectivement l'impact de la Covid, il y a maintenant cette crise. Est-ce que dans le laps de temps, les interventions publics ont permis finalement un peu de réarmer, c'est-à-dire qu'on le voit au niveau du chômage, le déversement massif de milliards, de dizaines de milliards d'euros. Est-ce que vous considérez que ça nous a permis un peu d'être en meilleure posture pour aborder cette nouvelle crise? Disons que pendant la pandémie, on a de toute façon eu une accumulation de l'épargne au niveau des ménages qui permet quand même un peu de limiter l'impact, on va dire comme ça. Et puis en plus, les mesures qui ont été annoncées, telles qu'en France avec le plan de résilience, je pense que c'est quand même des éléments importants pour soutenir l'économie pendant ce laps de temps. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Gilles Mouek. C'est effectivement, dans les années 70, c'était un phénomène beaucoup plus persistant. Et maintenant, ici, l'objectif, c'est d'avoir un phénomène qui est plutôt transitoire. Maintenant, à voir comment on va réussir ce jeu d'équilibrisme, mais c'est vraiment ça sur lequel il faut s'orienter. Alors, Gilles, j'imagine que vous regardez de manière très précise les sanctions, parce que, comme le disait William, il faut faire attention de ne pas transformer cette croissance qui est assez forte cette année, qui était prévue pour être assez forte cette année, mais quand même en Europe moins forte les années suivantes. Il faut faire attention à ne pas tomber en récession. Les sanctions, c'est un élément important. Est-ce que plus on ira dans de nouvelles sanctions, plus la croissance sera mise en danger en Europe? Gilles, et puis après William. Ouais. Non, c'est la question centrale. Je pense que le point d'équilibre entre un choc visible mais non récessif et là un choc beaucoup plus lourd qui nous entraînerait dans une véritable remise en cause de la trajectoire de reprise, c'est le fait d'avoir ou pas une rupture d'approvisionnement énergétique.
C'est-à-dire que nous, lorsque l'on fait des simulations, alors elles valent ce qu'elles valent, elles sont fluides, mais sur la base des prix que l'on constate aujourd'hui sur le pétrole, sur le gaz, il faut prendre des hypothèses quand même très extrêmes pour arriver au point où la croissance du PIB dans la zone euro en 2022 serait négative. Il faudra arriver à des choses beaucoup plus fortes que ce qu'on voit aujourd'hui sur les marchés. Mais ça, c'est même la fermeture du robinet de gaz. Mais voilà, ça c'est sous l'hypothèse. Ça c'est sous l'hypothèse que tout passe par un signal prix. C'est-à-dire qu'on est dans un stress, que les marchés price la possibilité que les Russes, pour être très clair, ferment le robinet ou que nous choisissions de boycotter l'énergie russe. Si on arrivait dans une situation où on fait ce choix, là, je pense que le choc économique pourrait être beaucoup plus lourd parce que il y a eu des travaux de la Commission européenne qui sont assez intéressants, qui cherchent à faire bouger tous les curseurs pour nous permettre de nous passer dans un temps très court d'énergie russe. Et on voit très bien que c'est un exercice acrobatique qui dépend de choses qui sont totalement hors de notre contrôle, par exemple du temps qu'il fait, parce que ça va avoir un impact sur la demande d'électricité, sur la production des énergies renouvelables. Sur cette base-là, on pourrait être obligé de rationner l'accès à l'énergie d'un certain nombre de secteurs industriels. Et là, on retrouverait des choses que l'on a vues au pic de la pandémie, où vous avez des secteurs entiers, ou en tout cas des entreprises entières, qui sont obligées de simplement d'arrêter totalement leur production. On a déjà eu quelques cas à cause de l'augmentation des prix, et là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus agréables en termes de croissance. Mais en tout cas, pour l'instant, ce choix n'est pas fait. Les sanctions parfaitement asymétriques, ça n'existe pas, bien évidemment. Là, on est un peu dans une période où on nous dit on va prendre des sanctions, mais on va tout faire pour que ça n'ait pas d'impact. C'est quasiment impossible. Cela étant, je trouve que les sanctions ont quand même été très finement jouées, si je puis dire. Le fait de s'être concentré sur la coupure de l'accès de la Banque centrale russe à ses réserves de devises, plutôt que de se focaliser sur la question SWIFT, à mon avis, c'est une sanction asymétrique. Parce que ce que vous créez, c'est une contraction très forte de la capacité d'action de la Banque centrale russe, dépréciation du rouble, qui a un impact très lourd sur les consommateurs et les producteurs russes, avec très peu de dégâts collatéraux pour l'économie mondiale. Donc ça a quand même été plutôt un choix, je dirais, extraordinairement malin de la part des Occidentaux. Je partage totalement l'avis. Je pense que les sanctions qui ont été décidées jusqu'à présent étaient très rationnelles et très intelligentes pour vraiment pas trop froisser le tissu économique aussi dans nos pays. Parce que c'est ça vraiment sur lequel il faut faire attention, parce que la Russie est quand même aussi un exportateur de métaux. Et il y a beaucoup d'industries en Europe qui est quand même très dépendante aussi de ce matériel-là. Et comme l'a souligné Gilles Mouek, le risque, c'est bien sûr que certains pans de l'économie doivent totalement fermer parce qu'ils n'ont aucun moyen de produire. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut aussi rester très attentif. Parce qu'on parle beaucoup du gaz, mais on voit bien les tensions aussi sur l'aluminium, l'alumine, sur le cuivre, sur tous ces métaux précieux qui sont aujourd'hui très importants et une rupture des chaînes d'approvisionnement peut avoir des conséquences très importantes. C'est ça le principal risque. En fonction des sanctions, c'est vraiment l'effet qu'il y aura sur les chaînes d'approvisionnement, parce qu'on a déjà vu les conséquences de ces ruptures de chaînes d'approvisionnement lors de la pandémie. Et là, on remettrait une couche sur des pans économiques qui ont quand même déjà pas mal souffert. Et donc là, l'effet pourrait être quand même beaucoup plus conséquent. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer finement, on va dire. Gilles Mouek avait un discours assez positif sur la manière dont on a pris les sanctions. Les gouvernements, alors qu'il y a une littérature économique très importante qui dit que les sanctions ne servent pas à grand-chose, on a appris sur les sanctions comme on apprend sur les plans de soutien, où il y a une évolution et qui est plutôt positive ou... Je ne sais pas si on peut parler d'évolution, je pense qu'on l'a évoqué précédemment ici, c'est que nos économies ont quand même énormément changé au niveau de leur structure, sont beaucoup plus interconnectées. Donc il faut quand même faire attention comment on met en place ces différentes sanctions et quel sera l'impact par la suite. Parce qu'on dit souvent on va chercher d'autres alternatives. Est-ce que les alternatives sont tout de suite disponibles ? C'est ça toute la question. Et c'est pour ça qu'au niveau du gaz, aujourd'hui, il y a quand même toujours beaucoup d'hésitation de fermer le robinet, on va dire. Alors William, vous-même, vous parliez des banques centrales, de leur marge de manœuvre. Alors expliquez-nous déjà ce que peuvent faire les banques centrales et quelle est la problématique face à une telle crise pour les banques centrales. Pour les banques centrales, c'est qu'on avait quand même une relance économique assez importante lorsque la pandémie s'est quelque peu tassée, on va dire.
Et on avait quand même des tensions inflationnistes assez grandissantes, et on avait des banquiers centraux, juste avant cette guerre en Ukraine, qui avaient quand même préparé le terrain pour resserrer un peu la vis monétaire. Et là, maintenant, ils sont confrontés à un nouveau élément qui est cette guerre en Ukraine, qui risque d'avoir quand même un impact sur la croissance. Et donc maintenant, comment est-ce qu'ils doivent, on va dire, ajuster leur politique monétaire pour, d'un côté, quelque peu freiner cette inflation qu'on observe, sans pour autant ralentir massivement l'ensemble du tissu économique. Donc, je parle de l'Europe, mais les anticipations de début de hausse de taux qu'on aurait pu avoir cette année sont remises en cause. Il faut de nouveau reconstruire un consensus autour de... Je pense pas. Je pense que les banquiers centraux vont quand même essayer de chercher ou de préserver une certaine crédibilité. Et en recherchant cette crédibilité, ils vont aussi se donner plus de marge de manœuvre si au cas où, effectivement, en fonction des sanctions votées ou en fonction de l'évolution de la situation en Ukraine, qu'ils puissent quand même intervenir pour un peu donner plus d'air au tissu économique. Maintenant, à voir avec quelle vitesse ça va se faire. Je pense que, contrairement à ce qui était anticipé, c'est que là, pour la Fed par exemple, c'était quand même anticipé que d'ici l'année prochaine, on aurait quand même une séquence régulière de hausse de taux. Je me pose aujourd'hui la question si elle ne va pas plutôt un peu plus accélérer ces hausses de taux au début pour ensuite faire une pause et puis voir comment la situation évolue et puis par la suite peut-être réagir en sens inverse. Mais pour ça, c'est à voir. Gilles, vous êtes avec nous ou... Oui, tout à fait. Vous, votre analyse sur ce que peuvent faire les banques centrales? Alors moi je suis un ancien banquier central, ça remonte à longtemps, mais je n'aimerais pas être dans la position dans laquelle j'étais à l'époque parce que c'est une ligne de crête assez étroite. Moi, jusqu'à la crise ukrainienne, je pensais que les inquiétudes exprimées par les faucons étaient exagérées. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait que les risques d'effet de second tour dans la zone euro avec l'accélération des salaires et des ancrages des anticipations d'inflation me paraissaient assez limités et que les choses allaient rentrer dans l'ordre un peu d'elles-mêmes et que la Banque centrale n'allait pas avoir à montrer les dents trop fortement sur sa politique monétaire. On avait le temps. Là, avec le choc de la crise ukrainienne, je pense que les choses changent un peu plus, encore une fois à cause de cet effet d'accumulation. Et le discours des faucons qui consiste à dire attention, les ménages, les entreprises voient bien année après année cette espèce de succession de chocs, l'augmentation du prix de leurs inputs, on risque d'avoir un désancrage des anticipations d'inflation. Et historiquement, culturellement, enfin dans la culture de la Banque centrale européenne, les anticipations d'inflation, c'est absolument crucial. Donc je pense que voilà le discours qu'a tenu Christine Lagarde dans le meeting de mars, c'était un discours assez équilibré dans lequel on dit attends, voilà, si les choses se dégradent vraiment très fortement, on essaiera de faire attention, on ne freinera pas trop l'économie réelle, mais avec quand même un cap qui est celui de la poursuite de normalisation de la politique monétaire. La fin du programme extraordinaire de QE pour mars a été confirmée. Le programme ordinaire d'APP a été réduit. Ça s'arrêtera plus vite que ce qui avait été dit au mois de décembre. Et moi, je considère qu'il est toujours possible que la BCE augmente ses taux à l'extrême fin de cette année. Elle restera flexible, mais je crois que ce sentiment qu'il faut conserver, il faut William parlait de crédibilité, je pense que c'est le mot, qu'il faut continuer à donner aux agents économiques le sens de la direction, le fait que les grandes années des banques centrales totalement accommodantes, c'est quand même un peu derrière nous. Je pense que c'est un discours qu'on va continuer à avoir en 2022. Alors, cette guerre aura un impact et sur l'inflation et sur la croissance différent selon les zones géographiques. On va peut-être avoir une accentuation de la déconnexion des zones de croissance entre l'Europe, les États-Unis, la Chine. J'imagine que l'impact ne va pas être le même. C'est quoi vos prévisions, Gilles ? Et quelles sont les conséquences ? Parce que bien sûr, c'est la discussion sur les politiques monétaires qui me fait penser à ça, mais quelles sont les conséquences en termes de politique monétaire ou budgétaire selon les gros blocs qui réagiront de manière différente ? On est face à un choc qui est quand même essentiellement un choc européen, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a quelques pays de la zone euro qui ont une exposition commerciale à la Russie qui est
pas existentiel, mais qui est quand même visible. Les exportations vers la Russie, c'est 2% des exportations allemandes. Donc l'écroulement de la demande russe, ça va quand même se voir dans la production allemande, alors que l'exposition commerciale des États-Unis à la Russie est nulle. Deuxième élément, sur les prix, le prix du gaz sont déconnectés entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis vont être touchés par l'augmentation du prix du pétrole. Ça va avoir un impact négatif sur la consommation, mais comme chacun le sait aujourd'hui, les États-Unis sont un producteur net de pétrole, donc le choc est quand même relativement limité. Donc oui, je pense que ça aura un choc européen. L'incertitude que cela crée géopolitique va sans doute conduire la Fed à être un tout petit peu plus prudente sur sa trajectoire de remontée des taux, mais remontée des taux, il y aura. Le problème, comme je l'ai dit pour l'Europe, c'est que je pense que la BCE est tout à fait consciente du fait que c'est un choc qui peut être tout à fait significatif pour la croissance, mais c'est aussi un choc significatif pour l'inflation. Le sous-problème, à mon avis, pour moi, dans le cas européen, c'est que tous les pays ne sont pas exposés de la même manière. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, les prix de l'électricité en France, on est sur du 4% de progression annuelle. C'est embêtant, mais ça ne remet pas en cause la trajectoire de reprise française. En Italie, on a touché des plus 65% sur un an, à cause de la dépendance italienne au gaz naturel dans la production électrique. Donc ce qu'il va falloir gérer, c'est pas simplement bloc à bloc, c'est le fait qu'au sein même de l'Union européenne, on peut avoir des réactions très différentes d'un pays à l'autre. William, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je partage tout à fait l'analyse. Et je pense qu'en parallèle, vu qu'on a ce problème très asymétrique au niveau européen, je pense qu'on doit quand même se mettre d'accord au niveau européen sur un plan d'efficience énergétique. Parce qu'on parle souvent de dépendance vis-à-vis de la Russie et de trouver des alternatives, mais je pense que ce qui est aussi important, et je pense que notre ministre des Finances l'avait clairement aussi souligné pour Luxembourg, c'est effectivement aller vers cette efficience énergétique qui est quand même essentielle pour avoir quand même des impacts, on va dire, un peu plus limités. Mais bien sûr, ça prend du temps, ça demande des investissements. Mais bon, comme on dit souvent, les investissements d'aujourd'hui, c'est les économies de demain. Alors il y a beaucoup de critiques sur ce marché de l'énergie européen et cette régulation des prix. Vous pensez que tout ça va exploser ou... Régulation des prix, fixation des prix en fonction d'un système assez complexe, mais... Là, je suis un peu partagé sur ce principe-là, parce que régulation des prix, il faut aussi alors trouver celui qui m'offre à ce prix-là. Donc, est-ce que tout le monde est disposé à nous fournir cette énergie pour ces différents prix ? Ça, c'est toujours cette question-là. Je pense qu'avec ce que va faire la Banque Centrale Européenne, je pense qu'il faut en parallèle aussi avoir des politiques budgétaires qui, bien sûr, soutiennent les ménages, certainement aussi, surtout les ménages les plus modestes, pour faire face à ces remontées de prix. Mais maintenant, est-ce qu'il faut forcément mettre des caps au niveau des prix ? Ça reste à voir. Parce qu'après, ça ne signifie pas pour autant qu'il y aura peut-être un risque d'approvisionnement par la suite. On parlait des grands blocs. La Chine, c'est un bloc très important en termes de commerce, mais même en termes de financier. Il y a un risque que cette crise ait un impact sur la Chine fort, et donc sur le monde. Tout dépend maintenant de la philosophie qu'en Europe on souhaite mettre en place. On parle souvent de changement de paradigme sur la manière dont on va faire dont on va adapter nos modèles d'affaires. Maintenant, quel sera finalement l'impact pour la Chine ? Ça, c'est difficile à dire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le focus est sur la Russie et sur les relations qu'on a aujourd'hui avec la Russie. Et donc ça, c'est maintenant à voir quel est le rôle que va jouer la Chine, mais là, pour l'instant, je ne vois pas trop l'effet à court terme. Le rôle est un peu ambigu. Sur la Chine, Gilles, vous avez une analyse ? En termes d'exposition commerciale, les exportations vers la Russie sont à l'état de trace. C'est pas zéro, mais c'est de mémoire 0,4 points du PIB chinois. Et la Chine peut être un bénéficiaire net de tout cela d'une manière peut-être un peu paradoxale, mais avec des Russes qui sont en recherche effrénée et un peu désespérée de partenaires qui puissent remplacer les Européens, les Chinois sont en position de force pour négocier des tarifs extrêmement intéressants sur des livraisons de pétrole et de gaz russe. C'est un petit peu passé inaperçu, mais quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chine et la Russie ont signé un accord commercial pour un deuxième gazoduc qui permettrait d'amener du gaz sibérien vers le nord de la Chine. Pendant les Jeux Olympiques, on sait que c'était ça.
Oui. Ouais. Et on sait que la protection de ces sources d'approvisionnement énergétique, c'est un souci géopolitique central pour la Chine. Et à l'occasion de cette crise, eh bien cette sécurité des approvisionnements via le partenariat avec la Russie se trouve renforcée. Donc ce n'est jamais agréable pour qui que ce soit d'avoir un pétrole à $100 ou à $125, et la Chine est un importateur net. Mais je pense qu'à moyen terme, compte tenu de ce partenariat maintenant complètement asymétrique entre la Russie et la Chine, la Russie a beaucoup plus besoin de la Chine que l'inverse, eh bien la Chine se trouve plutôt dans une position de force. Alors comment vous interprétez la réaction des marchés? Il y a beaucoup d'études, et en particulier beaucoup d'études américaines. Ils adorent faire ça, ils ont des stats depuis Pearl Harbor. Donc ils regardent quel impact ont les grandes crises géopolitiques sur les marchés. Et finalement, on se rend compte que l'impact, il est léger au moment de la crise, et surtout qu'au bout de 50 jours en moyenne, les marchés actions ont récupéré leur niveau d'avant-crise. Comment vous vous attendez à ce que réagissent les marchés qui avaient des performances exceptionnelles depuis plusieurs années maintenant? Bon, je pense que maintenant les marchés ont été affectés vraiment par ces discussions d'approvisionnement et de choc d'approvisionnement, et comment est-ce que ces situations pourraient évoluer. Mais d'une manière générale, je pense que si au niveau global, comme j'ai dit au début, on arrive à maintenir un certain niveau de croissance, normalement, une fois ces éléments perturbateurs évacués, les marchés devraient normalement reprendre leur cours. Voilà. Donc mais ça tout dépendra aussi par la suite de l'orientation des politiques monétaires, bien entendu. Mais d'une manière générale, tant qu'il y a de la croissance, et si on arrive à sortir de cette situation, toujours avec ce niveau de croissance et d'une relance potentielle, à ce moment-là, on pourrait de nouveau avoir des mouvements plutôt positifs sur les marchés. Parce que là, on a vraiment maintenant un décalage de cette relance. La relance était vraiment anticipée avec cette sortie de pandémie graduelle. Et là, maintenant, avec cette guerre, ça a été quand même un peu stoppé, on va dire, ce mouvement. Donc il y a un retardement qui s'est fait. Maintenant, à voir, est-ce qu'à la fin du tunnel, on aura toujours cette relance qui sera possible ou pas? Gilles? Je suis peut-être un tout petit peu moins positif que William là-dessus, au sens où c'est très compliqué de le faire, mais essayons de nous abstraire un moment de ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce qui se serait passé probablement de toute manière, Ukraine ou pas Ukraine? On en a parlé tout à l'heure. On était dans une phase de normalisation assez rapide dans le cas américain, plus lente dans le cas européen, des politiques monétaires. Et moi, j'étais très sensible à ce que la Fed a fait sur la réduction de la taille de son bilan. Si vous regardez le comportement du marché boursier américain depuis que la Fed joue avec le QE, les variations de la taille du bilan de la Fed, c'est absolument central. C'est un des éléments vraiment déterminants de la performance des marchés boursiers. Donc moi, j'étais plutôt sous l'idée que de toute manière, compte tenu de l'inversion de l'évolution du bilan de la Fed, on allait plutôt aller vers une espèce d'affaissement un peu des actifs les plus risqués, actions et les parties les plus risquées du crédit corporate. Comme il semble que pour l'instant, en tout cas, les banques centrales n'ont pas envie de revenir sur cette trajectoire de normalisation, voilà, je pense que le potentiel de progression supplémentaire par rapport à la situation pré-guerre me paraît assez limité. Maintenant que l'on rebondisse depuis le point bas de la réaction immédiate à la crise, oui, mais attention à cet effet qui me paraît quand même assez central. Nous ne sommes plus dans la situation qui a prévalu pendant plus de 10 ans, d'une Fed qui presque continuellement vient repêcher le marché quand les choses vont mal et vient réinjecter les liquidités dans le système. Ça me paraît quand même, à moins d'une catastrophe vraiment sur la croissance, ça me paraît maintenant fini. Les États européens ont les moyens de lancer, parce que là aujourd'hui le Premier ministre présente en France un plan de résilience. Les États européens ont le moyen de mettre en place un nouveau plan de soutien, donc de la relance déguisée, comme elle l'a fait pour le Covid.
elles vont le faire, peut-être en proportion moindre. Est-ce que c'est plutôt positif ou est-ce qu'au contraire, la dégradation des comptes publics fait qu'on pourrait commencer à se dire qu'on était déjà dans une zone rouge et qu'on va s'y enferrer ? Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de le faire. On ne peut pas s'en passer parce que sinon on subira la crise de manière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Donc pour ça, je pense qu'à court terme, ça reste quand même très essentiel leur intervention à ce niveau-là. Donc voilà. Il faut un nouvel emprunt européen ? À voir, mais il faut accepter effectivement que l'endettement à ce moment-là augmente quelque peu dans cette situation-là pour vraiment soutenir l'économie avec l'espoir que l'économie par la suite puisse rester assez solide. Gilles Mouek, il faut soutenir, quitte à s'endetter un peu plus. Je pense qu'il faut soutenir, ne serait-ce que pour des raisons aussi d'équité, de gestion du choc. Si vous prenez les ménages, les 20% les moins riches dans l'Union européenne, ils dépensent plus de 50% de leurs revenus en alimentaire et en énergie. Deux postes de consommation dont les prix augmentent aujourd'hui très très fortement. Donc il y a quand même ce souci d'équité, de cohésion sociale qui va, à mon avis, rendre quasi obligatoire des réponses budgétaires assez fortes, et William en avait parlé tout à l'heure. Oui, je pense qu'il faut accommoder le choc, peut-être pas de manière aussi généreuse que nous l'avions fait pendant la pandémie, mais ce choc mérite, je pense, d'être accommodé. Et là, si je suis un tout petit peu déçu par la réponse des Européens, c'est sur la mutualisation des dettes. Je pense que là-dessus, alors c'est une vision probablement très française, mais puisqu'il y a fédéralisation entre guillemets de la réponse diplomatique et militaire, avec une fédéralisation de l'aide financière à l'armée ukrainienne, il faudrait qu'il y ait aussi fédéralisation de la réponse macro. On en a parlé tout à l'heure, des pays comme l'Italie vont souffrir plus que d'autres en termes de perte de pouvoir d'achat à cause de leur dépendance au gaz naturel. Mettre en place ou élargir tout simplement les montants qui avaient été prévus pour le plan Nouvelle Génération, qui nous a permis de traverser la crise pandémique avec un très grand niveau de solidarité intra-européen. Je pense qu'il faut aller plus loin en la matière. Donc on peut s'attendre à un accroissement des divergences des performances économiques des États membres européens. On peut craindre des tensions sur la zone euro de nouveau ? Je pense qu'on pourrait s'acheter une assurance contre ce risque-là pour pas cher. C'est-à-dire que si demain les investisseurs, les acteurs du marché comprennent qu'il y a une nouvelle étape de solidarité européenne, une nouvelle étape de mutualisation des dettes, je pense qu'on peut assez facilement éviter ce risque-là. Mais voilà, je pense qu'il y a des décisions politiques qui doivent encore être prises. On a eu une accélération très forte des décisions en matière diplomatique et militaire du côté de Berlin. Il y a encore un tout petit effort à faire du côté de l'accélération européenne. William, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je suis d'accord. Je pense que c'est une opportunité pour les pays européens de prouver une nouvelle fois cette solidarité européenne qui a souvent été mise à mal ces derniers temps. Donc je pense que cette opportunité, il faut la saisir aujourd'hui dans ce contexte actuel. Et donc vous partagez l'analyse un peu optimiste qui dit que dans cette crise, une fois de plus, l'Europe a progressé et va encore plus progresser dans son intégration, dans sa réaction au l'Europe choc extérieur. a surtout prouvé une nouvelle fois qu'ils peuvent se mettre ensemble et discuter ensemble pour avoir un plan cohérent et où chacun est plus ou moins d'accord là-dessus. Donc ça, pour ça que je dis c'est une opportunité pour prouver une nouvelle fois cette solidarité entre pays européens. Gilles, il faut un nouvel emprunt européen ou il faut déjà commencer à dépenser les milliards du premier, comme dit Charles Michel ? On peut commencer à accélérer les déboursements du premier plan, mais ce serait pas mal d'annoncer en même temps qu'au moins sur le principe d'une extension, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de dire, voilà, une espèce de cap absolu sur le montant de mutualisation totale, utiliser ce qu'il reste et après on verra. Je pense que les marchés recevraient de manière plus positive le message si on comprenait que au-delà de la mobilisation de ce qui reste
de ce qui avait été prévu pour la pandémie, les possibilités supplémentaires restent ouvertes. C'est ce message-là qui manque. On n'a pas besoin d'être nécessairement extrêmement granulaire, extrêmement précis dans la description du mécanisme. Mais dire qu'au moins sur le principe, ces possibilités sont ouvertes, ça me paraît être un message important. On voit avec la crise ukrainienne, on le savait, mais on le voit encore plus, les interdépendances en termes de matières premières, les chaînes d'approvisionnement qui avaient été mises à mal par la crise pandémique, mais qui le sont de nouveau là. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de finir une certaine mondialisation, ce qui est d'ailleurs un problème parce que cette mondialisation a été très importante pour les performances des entreprises. Est-ce qu'on peut se dire qu'à terme, parce que il va falloir investir, les gazoducs, ça se construit pas comme ça, les changements d'approvisionnement énergétique, ça se fait pas du jour au lendemain. Est-ce qu'on n'est pas en train de tourner la page d'une certaine mondialisation au risque que finalement ça impacte les performances en général et structurellement des entreprises? William Telkes. J'espère pas, parce que disons que les économistes l'ont souvent quand même évoqué qu'il vaut mieux être accompagné que qu'être seul. Donc je pense qu'il faut quand même toujours avoir ces interconnexions au niveau mondial, parce que pour des raisons d'efficience. Maintenant, au niveau de chaque pays, bien entendu, comme je l'ai dit, avec cette situation, c'est quand même une opportunité pour les pays d'aller vers plus d'efficience énergétique. Donc ça, c'est des nouveaux challenges qu'il faut relever. Et je pense que c'est surtout dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc ce n'est pas remettre en question la mondialisation, c'est plutôt revoir son modèle économique pour le rendre plus efficient. Parce que le seul fait de se passer à 100% de la Russie, c'est déjà en soi un problème important pour l'approvisionnement de plein de matières premières. Oui, c'est exactement ça. Pour ça, je dis, et je le souligne, il faut revoir ces modèles économiques pour gagner en efficience et puis peut-être voir produire autrement, avec peut-être d'autres partenaires à voir. Mais bien entendu, même les alternatives, il faut toujours considérer que aussi dans d'autres pays, il y a des autres problèmes qui peuvent survenir, des chocs qui peuvent arriver et qui peuvent remettre en question ces approvisionnements. Donc pour cela, je pense qu'il faut plutôt revoir le modèle qu'on a utilisé jusqu'à présent. Et finalement, la crise est une opportunité de le faire. Exactement. Gilles, sur cette... Est-ce qu'on est dans une nouvelle phase de la mondialisation et pas forcément la plus facile? Moi, je pense souvent que la mondialisation a la peau dure. C'est-à-dire que la démondialisation a été annoncée déjà plusieurs fois et elle est toujours avec nous. Et un élément que je trouve assez paradoxal ou intéressant en tout cas, c'est que on parle de réduire on parlait en tout cas en début de la pandémie de la nécessité absolue de réduire notre dépendance vis-à-vis de la Chine. Si vous regardez le poids des importations chinoises dans le PIB de l'Union européenne depuis 2020, ça ne cesse pas de monter. Donc il n'y a pas pour l'instant de déglobalisation. Il y a un stress, il y a des risques sur les chaînes de valeur, mais il n'y a pas de déglobalisation au sens plein du terme. Un risque quand même, et ça c'est connexe à cette question sur la Chine, c'est pas tant une déglobalisation générale c'est même pas une régionalisation, mais c'est une division, tout simplement une segmentation de l'économie mondiale entre, pour aller vite, un grand bloc chinois qui engloberait la Russie et d'autre côté, et encore pour aller vite, un grand bloc occidental autour des États-Unis, de l'Europe de l'Ouest et des alliés de l'Occident dans le Pacifique. Ça, c'est une vraie possibilité. Et je pense que dans la réflexion sur la chaîne de valeur, la question de la proximité politique et donc le risque géopolitique que l'on prend à être en relation commerciale forte avec un pays, donc d'être dépendant d'une certaine mesure vis-à-vis de ce pays-là, eh bien cette prise en compte du risque politique va être beaucoup plus forte que par le passé. Et l'Europe peut tirer son épingle du jeu, ou on est déjà un peu marginalisé? Non, je pense que l'Europe a joué sur ce plan-là est plutôt dans une position favorable. La difficulté pour l'Europe, à mon sens, c'est celle de la pression politique et du choix, finalement, qui sera peut-être fait si on va effectivement vers une segmentation de l'économie mondiale. C'est-à-dire que l'Europe, pour l'instant, c'est une politique atlantique avec des relations commerciales tous azimuts.
Et c'est compliqué à maintenir dans le temps long lorsqu'il y a des pressions fortes entre les États-Unis et la Chine. Et c'est ça le problème européen, c'est d'avoir perpétuellement cette espèce d'approche très mesurée, très équilibrée entre un alignement politique vis-à-vis des États-Unis et des relations commerciales suivies avec des pays qui n'appartiennent pas au bloc politique américain. Et ça, ça va faire les migraines de nos dirigeants européens dans les années et dans les décennies qui viennent. On peut être optimiste pour l'Europe, William Telkes ? Moi, je reste, en tant qu'Européen, toujours optimiste pour l'Europe. Je pense que l'Europe a prouvé qu'elle peut évoluer dans le bon sens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un challenge avec les objectifs qu'on s'est donnés de relever les différents défis, notamment énergétiques. Et donc, j'espère qu'on va mettre en place les politiques adéquates. Certains pays ont déjà bien progressé à ce niveau-là pour montrer que l'Europe peut évoluer dans le bon sens. Et puis montrer que l'Europe reste quand même une union quand même très solide. Eh bien, messieurs, merci. Merci Gilles Moec, donc vous êtes chef économiste chez Groupe AXA depuis Londres. Merci, c'était parfait. Et merci William Telkes, vous êtes chef économiste à la Banque et Caisse d'épargne de l'État luxembourgeois. Merci vraiment, vous nous avez donné des éléments clés pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et on va aborder un sujet différent, mais qui peut être aussi lié à la crise ukrainienne. C'est la question des crypto-monnaies. Merci à vous. Et donc, on passe à une nouvelle phase de notre webinaire avec quelques éléments sur la révolution crypto. Merci. Merci. Et donc, pour entamer une nouvelle phase de notre webinaire, avant de vous présenter ma nouvelle invitée, je vous propose en images quelques éléments sur la révolution crypto. Les crypto-monnaies, lancées au siècle dernier, n'ont pas vécu longtemps. La première à avoir attiré l'attention du public est le Bitcoin, qui date de 2009. S'il était une entreprise cotée, le Bitcoin ferait partie des 10 plus grandes capitalisations boursières du monde. Le 9 novembre, le Bitcoin dépasse 68 500 $, un record. Il représente aujourd'hui environ la moitié du marché des cryptoactifs, aux côtés de l'Ethereum, du Tether, du Binance Coin ou de l'USD Coin. On dénombre environ 10 000 crypto-monnaies à travers le monde. Les crypto-monnaies reposent sur la technologie blockchain, une sorte de grand livre de compte où sont enregistrées toutes les transactions. L'extrême volatilité de leur cours reste la principale caractéristique de ces nouveaux moyens de paiement qui sont aussi utilisés comme outils de placement, voire de spéculation. En novembre dernier, le marché de l'ensemble des cryptoactifs pesait près de 3 000 milliards $. Fin janvier 2022, il avait fondu de moitié. Cela ne décourage pas les audacieux. Le Salvador est le premier pays à avoir fait du Bitcoin sa monnaie légale en septembre dernier. Cela inquiète le Fonds monétaire international qui y voit notamment une menace sur la stabilité, l'intégrité financière et la protection des consommateurs. Mais ceux qui soutiennent le Bitcoin et les autres monnaies numériques y voient une alternative au dollar dont ils contestent l'hégémonie. Encadrer des crypto-monnaies de plus en plus populaires devient un grand défi pour les régulateurs mondiaux. Sous la pression des autorités politiques et financières, Meta, Facebook, a finalement renoncé le mois dernier à Diem, son projet de monnaie virtuelle. Mais l'histoire continue. Donc, je suis ravi d'accueillir notre seconde keynote speaker, Isabelle Martz, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes entrepreneur sur les crypto-monnaies chez Société Générale. Avant qu'on commence la discussion, il faut que vous m'expliquiez ce titre qui est formidable. Bon, alors un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche à développer de nouvelles activités. Donc en l'occurrence, moi, je m'occupe en fait des crypto-monnaies et plus particulièrement des stablecoins. Et l'objectif, c'est d'expérimenter, de voir ce qu'une banque comme la Société Générale peut faire avec ces nouveaux actifs.
Très bien. Alors bien évidemment, les crypto-monnaies sont une des tendances de cette année. On avait fait ce programme avant la guerre en Ukraine, mais enfin on se rend compte que les crypto-monnaies ont leur part à jouer dans l'actualité. Je prends un exemple, je crois qu'il y a 2 jours, le gouvernement ukrainien a annoncé qu'il avait monté une plateforme pour pouvoir utiliser les crypto-monnaies afin d'aider l'effort militaire et l'aide humanitaire. La Russie utilise aussi les crypto-monnaies dans cette guerre. Est-ce qu'il faut, alors ça rajoute un peu à la légende des crypto-monnaies, est-ce qu'il faut, Isabelle, avoir peur de ces crypto-monnaies ? Alors peut-être pour remettre le débat ukrainien dans son contexte, on a effectivement plus de 50 millions qui ont été levés par l'Ukraine avec des crypto-monnaies ou des NFT. Et c'est vrai que la cryptosphère s'est aussi mobilisée dans ce conflit. On voit aussi qu'on a des transactions en fait rouble contre crypto-monnaie, donc forcément il y a effectivement une sorte de fuite, mais avec un rouble qui baisse, ça paraît assez légitime. Ce qui est difficile en fait, c'est de voir quelle est la part entre des ménages comme vous et moi qui ont besoin finalement de sécuriser leur patrimoine et donc ils vont convertir leur rouble en crypto-monnaie et potentiellement la part qui pourrait alimenter le conflit. Donc je pense qu'il y a 2 choses qu'on peut regarder. Déjà en fait ce sujet du crypto-crime en fait existait avant le conflit. Moi, je vous conseille de lire un rapport qui est très intéressant qui s'appelle Crypto-crime par Chain Analysis, qui est un rapport d'une 100aine de pages qui liste en fait l'ensemble de la criminalité sur les cryptos. Il y a une partie sur la Russie qui est extrêmement intéressante. Donc on voit qu'effectivement on a du cybercrime en Russie. Ce qui est surtout intéressant, c'est que ce rapport est très précis en fait. Donc la blockchain permet vraiment de tracer cette cybercriminalité. On est même capable de savoir dans quel bâtiment de Moscou se situent les cybercriminels. Donc ça va quand même très loin dans la traçabilité. Mais maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire en fait, quelle réglementation on peut faire, comment en fait on fait en sorte que ces montants se réduisent et soient arrêtés. Et la part en fait qui va dans le conflit, elle est assez difficile à délimiter, d'autant que les grosses plateformes qui font de l'achat-vente de crypto-monnaies appliquent les recommandations du GAFI, c'est-à-dire font des filtrages et appliquent les sanctions. Alors Isabelle, les cryptos n'ont pas attendu la guerre en Ukraine pour s'imposer dans l'actualité. Déjà, peut-être vous pourriez nous faire un petit bilan de 2021, parce que déjà, on voit que le phénomène prend une ampleur extraordinaire. C'est vrai que 2021, ça a été une année où on a vu l'explosion de ces crypto-monnaies, donc elles étaient déjà très présentes, mais l'ensemble en fait, des crypto-actifs ont vraiment connu une très forte croissance. Les plus connus sont les crypto-monnaies de type Bitcoin, Ethereum, on en parlait dans la vidéo. Alors effectivement, on a eu un pic à 3 000 milliards de dollars, on est redescendu à 1 700, mais on est parti à 800 millions. Ça veut dire qu'en un an, on a quand même doublé la capitalisation en fait, de ces actifs, donc c'est quand même très important. On a aussi les stablecoins, donc on a parlé du Diem, qui est quelque chose qui effectivement est un peu anecdotique en fait dans le monde des cryptos, parce que finalement les stablecoins, alors qu'ils sont des crypto-monnaies qui sont stables et adossées à une valeur, à une monnaie légale, en l'occurrence le dollar, donc ces stablecoins en fait ont aussi connu une croissance très importante. Ils ont été multipliés par 3,5 en termes de capitalisation. En fait, ils sont à peu près, ils totalisent 180 milliards de dollars. C'est beaucoup moins que l'ensemble des crypto-monnaies, mais malgré tout, ces stablecoins, en fait, ils correspondent à 80% des échanges qui sont faits au quotidien. Donc, ils ont un rôle à jouer qui est extrêmement important. Un rôle déconnecté de l'image qu'on a des cryptos et de la spéculation. C'est quoi leur rôle En tout cas, les stablecoins, eux, sont stables. Donc, en fait, ce ne sont pas des actifs qui sont spéculatifs en tant que tels. Ce sont en revanche des actifs qui vont vous permettre d'acheter des crypto-monnaies avec un prix qui est référencé, en l'occurrence en dollars. Donc, c'est plus facile, en fait, d'avoir une référence sur une valeur fiat que sur une valeur qui elle-même est volatile. Donc ce sont vraiment des actifs pivots dans les transactions. Il y a aussi les fameuses NFT. Oui, alors les NFT, là aussi, on a vu l'explosion de ces NFT l'année dernière. C'est assez nouveau. Donc là, on est sur des montants de revenus, je crois, de 40 milliards. Donc c'est absolument gigantesque. Alors après, on a beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont très intéressantes, d'autres qui sont plutôt, pour moi, de l'anecdote. Mais on a beaucoup de NFT dans le monde du jeu, dans le monde de l'art. Donc est-ce que c'est un épiphénomène? On verra. Mais en tout cas, ces NFT sont extrêmement intéressants. Et ce sont vraiment des nouveaux actifs avec lesquels on va pouvoir jouer aussi dans les métaverses, qui sont aussi un environnement qui est amené à se développer très fortement. Il y a aussi ce qu'on appelle les security tokens. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, les security tokens, ce sont des titres type obligations, actions qui sont émis sur une blockchain et qui sont échangés sur la blockchain. Donc, on est dans un environnement qui est moins retail, ce sont moins les particuliers, quoique on peut très bien en fait les segmenter et donner l'accès de façon très massive à ces actifs.
Voilà. Nous, on connaît ça assez bien à la Société Générale parce qu'on a une filiale qui s'appelle SG Forge, qui est émetteur de security token. Ils ont notamment émis plusieurs titres et un pour la Banque européenne d'investissement. Donc, on est assez fiers. Et en fait, petit clin d'œil aussi avec la Bourse du Luxembourg, puisque ces titres émis par SG Forge sont cotés à la Bourse du Luxembourg. Alors là, vous me parlez de manière très, très neutre et très compétente de ces crypto-monnaies, mais on leur fait beaucoup de reproches. Il y a quand même tout un discours qui n'est pas très valorisant pour les crypto-monnaies. Alors effectivement, on a un discours qui est assez orienté. On leur fait prêter beaucoup de mots. Le premier, c'est effectivement la spéculation, mais là, je pense que c'est en fait, ce sont des actifs qui, de par leur volatilité, sont des actifs avec lesquels beaucoup de personnes vont jouer. Il y a le sujet des transactions illicites, on en parlait. Justement, ce fameux chain analysis nous donne comme chiffre que 14 milliards, d'équivalent milliards de dollars, sont des transactions illicites dans l'environnement des cryptos. Donc c'est simplement 0,15% du total des volumes dans la cryptosphère, et c'est beaucoup moins en fait que d'autres montants de la criminalité. Mais ça reste des montants importants évidemment, sur lesquels il y a sûrement des choses à faire. Et puis le dernier point, c'est la consommation énergétique. On en a parlé aussi récemment au Parlement européen. Il y a un peu de débat, notamment sur certaines crypto-monnaies qui ont une consommation énergétique qui est plus importante que d'autres. Donc oui, il y a un sujet. Moi, j'ai lu un chiffre que je trouve intéressant, c'est que la consommation énergétique du Bitcoin, ce serait 10% de la production électrique, en tout cas énergétique française. Donc 4 centrales nucléaires moyennes, voilà, c'est le chiffre que j'ai lu. Bon, ça donne un ordre de grandeur, ce qui ne veut pas dire qu'on doit continuer comme ça. En tout cas, il y a sûrement un vrai débat à avoir sur ce sujet. Moi, ce qui me gêne toujours dans ces débats qu'on trouve souvent dans la presse de façon un peu simple, c'est qu'on réduit le débat à ces sujets-là. Pour moi, en fait, les crypto-monnaies sont des actifs que l'on doit penser complexes. Et là, je fais un petit clin d'œil à Edgar Morin. En fait, ces monnaies, elles sont complexes. Elles ne sont pas compliquées, elles sont complexes par nature. Et je pense qu'on vit de toute façon dans un monde qui va aussi se complexifier. Moi, j'aime bien le concept d'entropie. Voilà, l'entropie augmente. En fait, notre monde aussi est un monde dans lequel on va de toute façon devoir vivre avec cette complexité. Donc, chercher à simplifier, notamment dans les débats, en fait, c'est extrêmement réducteur. Et c'est surtout ne regarder qu'un aspect du problème, alors que les crypto-monnaies, elles peuvent amener plein de choses. Alors, ce qui est difficile avec ces crypto-monnaies, c'est qu'elles sont très contradictoires. Elles portent beaucoup de paradoxes. Déjà, on a du mal à les définir. Elles sont un peu titres, un peu monnaie, des fois un petit peu les deux, des fois aussi autre chose. Donc on a du mal à les raccrocher à des choses que l'on connaît. Ce sont aussi des monnaies qui favorisent la décentralisation. Mais on voit qu'on a aussi beaucoup d'acteurs qui se positionnent comme tiers de confiance, justement pour les rendre plus accessibles à des gens comme vous et moi. Donc on voit qu'on a une tendance quand même à avoir une recentralisation dans les mains de quelques acteurs. Et puis ce sont des monnaies qui pour certaines sont quand même anti-système, on peut quand même le dire, et à la fois elles sont quand même ultra-libérales. Voilà. Donc elles sont pleines de contradictions et je trouve que c'est ce qui en fait leur intérêt. Oui, je crois que c'est vous qui me l'avez dit, mais c'est d'abord aussi un outil politique. Alors, votre question, en fait, elle permet d'abord de comprendre, de réfléchir à ce qu'est une monnaie. Moi, je pense que je m'étais jamais trop posé la question de ce qu'est une monnaie. Et en fait, le fait de travailler sur les crypto-monnaies, ça va vraiment pousser à regarder la définition d'une monnaie. En fait, il n'y a pas une seule définition. Il y en a autant que de théories économiques. Et une monnaie, ça n'est pas simplement un outil économique, c'est un outil social et c'est un outil politique. Alors aujourd'hui, les monnaies qu'on utilise sont des monnaies qui sont émises par les banques centrales ou par les banques. Voilà, c'est un système dans lequel on s'inscrit. Voilà, c'est un choix politique, social, économique. La contrepartie, c'est que notre monnaie, elle est garantie. Voilà, quand on dépose cet argent auprès d'une banque, eh bien, il y a une certaine garantie. Donc, on vit dans un système où on a effectivement un système qui peut protéger l'épargne, mais qui est très concentré. Voilà, ça, c'est un choix, c'est une convention en fait, économique, encore une fois politique. Et donc, le mot confiance est très important. Le mot confiance est extrêmement important. En tout cas, c'est la confiance dans ces établissements qui ont en dernier ressort en fait la garantie de la Banque centrale. Or, on le voit bien partout, la confiance aujourd'hui dans les institutions, elle est en train de s'éroder, de disparaître. Voilà, en tout cas, je ne suis pas sûre que les crypto-monnaies soient la cause de cette érosion. Elles seront peut-être aussi une solution, une réponse à cette érosion. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, la monnaie, c'est un outil aussi politique. On le voit avec les sanctions aujourd'hui. La monnaie est un outil politique qui est utilisé comme tel.
voilà, les personnes qui travaillent dans la cryptosphère nous disent, en fait, moi, j'ai émis une monnaie qui est en fait neutre, qui est complètement apolitique, et c'est intéressant pour ça parce que justement, je ne suis plus dépendant de l'État. Donc c'est en ça que l'on touche finalement à des sujets qui sont politiques. Est-ce que je dois faire confiance à l'État ou pas? Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que les crypto-monnaies, elles permettent finalement d'avoir une sorte de coopération, de communauté qui s'auto-gère et qui s'auto-organise. Alors, dans les sujets politiques, ça peut questionner. En fait, on peut avoir un débat sur est-ce que c'est légitime ou pas d'avoir des communautés qui ont potentiellement un rôle politique. Après, on peut voir aussi ces communautés comme des façons d'être complémentaires en fait des organismes d'État. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui serait intéressant à regarder, c'est comment en fait la gestion des biens communs, qui sont des sujets qu'on gère très mal à la fois en individuel et de façon gouvernementale. Est-ce qu'on a de la place, par exemple, pour gérer ces biens communs avec ces entités qui sont gérées de façon communautaire, un peu comme des coopératives, mais de façon organisée et informatisée? Parce qu'on se demande, on voit bien, alors il y a la question de la spéculation, il y a la question des communautés qui sont assez réduites, on se demande, il y a vraiment un rôle à jouer pour les crypto-monnaies en termes de progrès social, de progrès économique, selon vous? En tout cas, moi je pense que ça vaut la peine de regarder, parce qu'on est face à des actifs qui ne ressemblent à rien de ce que l'on avait dans le monde d'avant. Pour moi, en fait, elles peuvent être des outils que l'on peut utiliser effectivement pour un certain progrès social. Et moi, j'aime bien faire la différence entre l'innovation et le progrès. Et là, petit clin d'œil à Étienne Klein. En fait, l'innovation, ça donne l'impression qu'on se laisse porter par quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et réfléchir en termes de progrès, c'est aussi se poser pour se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ces crypto-monnaies et finalement, est-ce qu'elles ne peuvent pas m'apporter, y compris dans la gestion de nos sociétés, des choses nouvelles qui sont intéressantes en termes de mode de fonctionnement notamment. Alors on attend une nouvelle phase dans la crypto-monnaie qui va être une sorte de... Il va falloir réglementer, là c'est quelque chose de bouillonnant, c'est comme toutes les innovations de rupture, d'ailleurs c'est intéressant. On est dans une phase où on va chercher à inventer une réglementation, d'ailleurs après votre intervention, la table ronde suivante est sur quelle réglementation pour les crypto-assets. Il y a différentes approches, non? On imagine que l'approche américaine et l'approche européenne est différente, il y a même de l'actualité là-dessus. Il faut réglementer et selon vous, oui ou non, et vers quoi il faut aller? Alors écoutez, la réglementation, oui, parce qu'on est dans un univers qui est extrêmement spéculatif et les marchés financiers ne s'autorégulent pas. La main de Dieu d'Adam Smith n'existe pas sur les marchés financiers. Voilà, on a besoin d'un minimum de régulation. Le sujet des transactions illicites est aussi définitivement un endroit où on a besoin en fait d'avoir un certain nombre de règles qui sont appliquées. Après, la réglementation, c'est aussi un enjeu de compétitivité. Et en l'occurrence, en fait, ces actifs ne sont pas européens, ils sont mondiaux. Ce qui veut dire que la réglementation, on doit l'envisager dans un environnement économique et concurrentiel qui est mondial. Donc vouloir bannir certaines crypto-monnaies de façon un peu brutale en disant qu'elles sont trop énergétiques ou trop illicites, je pense que c'est encore une fois prendre le sujet de façon trop simpliste. Il faut regarder le sujet dans sa globalité et encore une fois garder en tête ce sujet de compétitivité. Nous avons besoin d'avoir des entreprises qui s'investissent du sujet. C'est un sujet qui est très peu mature, il y a énormément d'opportunités. Il faut nous laisser la chance en fait de les saisir. Et effectivement, les Américains ont une approche affirmée de compétitivité puisque M. Biden a récemment dit qu'il allait accélérer sur le front de la réglementation. Et quand on regarde la roadmap, c'est assez clair. Il y a effectivement le fait de devoir réguler, de faire attention aux transactions illicites, de faire attention au marché, mais surtout, il faut que les États-Unis soient leaders dans le domaine et restent très compétitifs. Donc c'est une approche qui est effectivement assez différente. Il y a un risque que l'Europe passe à côté de cette rupture technologique, de cette révolution? Écoutez, non, on est passé près d'un incident en début de semaine puisqu'effectivement les crypto-monnaies qui étaient très énergétiques ont failli être interdites. Donc là, cette partie du texte MiCA a été enlevée. MiCA est plutôt un bon texte qui amène énormément d'éléments aussi pour tenter une première approche de régulation. Ça sera sûrement très incomplet. Je pense que l'Europe, elle a encore une fois un long chemin à parcourir. Comme les États-Unis, cette réglementation va être complexe. Comme les cryptos. Il y a beaucoup de choses qui sont à regarder. Ce qui peut être intéressant aussi quand on va réfléchir à cette réglementation, c'est éviter de faire un copier-coller de la réglementation actuelle appliquée aux cryptoactifs. Il y a sûrement des façons plus intelligentes, notamment techniquement, d'appliquer les principes, les règles dans ce monde des cryptos. Donc il faut vraiment en fait que les acteurs de la crypto-monnaie soient vraiment associés à comment on met en place ces règles
dans une logique, dans un fonctionnement de crypto-monnaie qui est vraiment très particulier. Puisqu'on est dans les perspectives 2022, il faut s'attendre à quoi cette année comme événement fort ? Alors, je pense que la croissance va encore continuer. On est sur un marché, encore une fois, qui est en extrême croissance. Moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, c'est les levées de fonds qui ont été réalisées par les startups blockchain l'année dernière. C'était 25 milliards de dollars versus 3 milliards l'année d'avant. Donc, on est quand même dans une industrie qui est en plein boom. Le sujet des métaverses, ensuite, dont on parle beaucoup, parce que c'est un environnement qui est en train de se construire pour faciliter les échanges. Et là, on a des chiffres, un chiffre moi, que je trouve aussi très impressionnant, des estimations qui porteraient les revenus à 800 milliards de dollars en 2024 dans le métaverse. Donc, les crypto-monnaies, le monde des crypto-monnaies, c'est maintenant. Voilà, donc c'est maintenant qu'il faut le regarder. Ça reste quand même assez, même si on en parle de plus en plus, élitiste. L'entrée des crypto-monnaies, des blockchains dans notre vie quotidienne, c'est pour quand ? Alors pas si élitiste, il y a une étude très intéressante qui a été menée par l'ADAN et KPMG avec Ipsos sur le marché français pour comprendre en fait comment les Français se positionnaient par rapport à ces crypto-actifs. Donc à la date de l'enquête, il y avait plus de 8% des Français qui avaient investi dans les crypto-monnaies, c'est plus que les actions. Donc voilà, on est déjà dans ce marché. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que près de 50% des Français attendent de leur établissement bancaire qu'il offre des services sur les crypto-monnaies et près de 22% sont prêts à changer de banque pour ça. Donc c'est maintenant que ça se passe. 22% sont prêts à changer de banque ? Oui, complètement. À cause des crypto-monnaies, pour avoir accès aux crypto-monnaies en quelque sorte. Voilà, pour avoir accès à des services qui combinent le service bancaire et le service des crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les nouveaux acteurs des crypto-monnaies, notamment les plateformes d'échange, où vous pouvez acheter vos crypto-monnaies, se positionnent déjà comme les crypto-banques de demain. Et elles le disent, elles l'écrivent. Elles veulent être les crypto-banques qui vont offrir des services d'investissement à leurs clients. Donc la stratégie, elle est très claire. Et ces plateformes, elles sont aujourd'hui des géants. Un Coinbase est valorisé à 50 milliards, un FTX à 32 milliards. C'est plus que la Société Générale aujourd'hui. Donc on rentre dans un marché où on a déjà des géants qui ont une capacité financière qui est phénoménale, notamment pour du coup se mettre dans les rails de la réglementation. Donc ce sont des vrais compétiteurs pour les établissements plus traditionnels. Merci beaucoup Isabelle Mas, c'était une belle introduction pour notre table ronde suivante. Donc vous êtes entrepreneur sur les crypto-monnaies chez Société Générale. Merci beaucoup. Nous allons retrouver Raphaël Legendre qui est journaliste à l'Opinion qui va animer la table ronde suivante. Et avant, quelques images sur la révolution crypto. Non, pardon, je pense on lance un jingle en fait, pardon. Bien, bonjour à tous. Je suis Raphaël Legendre, journaliste économique à l'Opinion. Je suis ravi de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à la régulation des crypto-actifs. Une table ronde dans une actualité brûlante puisque ce lundi, la Commission des affaires économiques du Parlement européen a adopté le nouveau projet de règlement européen MiCA, Market in Crypto Assets. Un règlement qui doit donc encadrer les crypto-actifs en Europe, une adoption qui ouvre la voie à une entrée en vigueur du texte d'ici 2024. Alors,
on n'est pas passé loin du drame, car un des amendements soumettant les cryptoactifs à des normes minimum de durabilité a finalement été repoussé dans la blockchain au dernier moment, ce qui aurait empêché de miner du Bitcoin ou de l'Ethereum, les principaux cryptoactifs sur le marché, repoussé au dernier moment par les députés au grand soulagement de l'écosystème français des crypto-actifs. On va pouvoir discuter de toute cette actualité chaude avec mes deux invités. Jean-Baptiste Graftio, vous êtes le PDG Europe de Bitstamp. Bonjour Jean-Baptiste, et Alexandre Stervino. Vous êtes le directeur adjoint à la direction des infrastructures, de l'innovation et des paiements de la Banque de France. J'espère ne rien avoir oublié. Bienvenue à tous les deux et merci d'être avec nous. Alors le sujet est un peu technique, donc on va commencer avec vous Alexandre, peut-être pour nous expliquer, nous décrypter un peu le paysage réglementaire de ce nouvel actif qui est un actif jeune. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'évolution de la réglementation autour des crypto-monnaies ces 10 dernières années ? Oui, alors justement, c'est peut-être une bonne chose de revenir un tout petit peu en arrière et de voir qu'aujourd'hui, ce que l'on a devant nous, MiCA, c'est la résultante de tout un process qui a commencé il y a maintenant à peu près une dizaine d'années. Oui. Je distinguerai les choses de deux manières. On a eu une première génération de cryptoactifs. Bitcoin, vous l'avez mentionné, en fait partie. Ça a été vu pendant très longtemps, dans le début des années 2010, comme un outil spéculatif. D'ailleurs, les autorités publiques, les banques centrales ont alerté sur les risques, notamment d'usage illicite qui étaient associés à ces formes de première génération de Bitcoin, lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme. On a eu une première forme de régulation qui est venue par le GAFI, donc cet organisme international qui est là justement pour établir des règles de lutte contre le blanchiment, qui sont adoptées après par l'ensemble des membres et des membres du GAFI. Alors là, c'est plus de 160 pays dans le monde. C'est une première génération, elle a amené un certain nombre de soucis, comme je le disais à l'instant, sur le blanchiment d'argent, l'usage illicite. Maintenant, que voit-on ? Depuis à peu près 3-4 ans, on voit une deuxième génération de cryptoactifs qui sont en train de naître. Ce sont notamment les stablecoins. Alors les stablecoins, c'est quoi ? Ce sont des cryptoactifs qui se veulent s'adosser à d'autres formes d'actifs plus stables, par définition. On voit là notamment des devises, comme l'euro, comme le dollar. On voit aussi d'autres formes d'actifs, des titres, des obligations d'État. Donc on a là une forme de numérisation d'actifs qui est potentiellement, en fait, en lien avec des actifs déjà existants. Là, évidemment, il y a eu un intérêt pour les régulateurs de regarder ça de plus près, de se dire, attention, est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer dans un domaine où potentiellement on a déjà des systèmes qui existent, notamment les systèmes de paiement, les infrastructures de marché, et ces systèmes-là sont peut-être en train de se faire numériser aussi d'une certaine manière avec l'apparition de ces cryptoactifs. Est-ce qu'il ne faut pas réglementer ? Oui, on touche à la finance traditionnelle. On touche à la finance traditionnelle, absolument. Et donc, l'idée, ça a été de se dire, attention, réglementons cela, d'une part. MiCA en est la résultante, c'est de prendre l'ensemble des produits cryptoactifs qui existent dans le domaine, de créer un nouveau corpus, un cadre réglementaire qui soit adapté. Donc on y verra les bitcoins, Ethereum et autres, on y verra aussi des stablecoins notamment adossés, donc comme je le disais, à des devises. Et donc en fonction de leur but, de leur objectif, on aura une réglementation qui sera adaptée. Notamment si on a des systèmes de paiement qui peuvent être émerger, on va dire, de ces stablecoins. Oui. Exactement, sur le post-marché, on pourra en parler. Donc ça a été une grande, et c'est une grande, je dirais un grand axe aujourd'hui de travail des autorités publiques, des régulateurs, qui est l'aspect réglementation. Avec le souci de l'innovation, parce que quand on entend réglementation, voilà, on a tout de suite peur derrière sur les freins à l'innovation. Et c'est pour ça que je disais, il y a un deuxième volet qui est très important et qui, je pense, maintenant est très large au sein notamment des régulateurs français, mais je dirais même européens. Et on le voit avec MiCA, avec ce fameux régime pilote, on en parlera aussi peut-être un tout petit peu si on a le temps, mais il y a aussi l'idée de vouloir encourager l'innovation. Et la Banque de France, d'ailleurs, on a nous-mêmes, depuis 1 an et demi, décidé d'expérimenter avec les acteurs de marché. Et on expérimente quoi ? Avec ces acteurs de la finance traditionnelle qui regardent les opportunités qui viennent des technologies sous-jacentes aux cryptoactifs. Oui. Et c'est là où on parle de blockchain, de DLT, Distributed Ledger Technologies, qui sont en fait des nouveaux moyens de mettre en relation les acteurs, les intermédiaires financiers, et peut-être d'avoir des gains d'optimisation en coût, en rapidité, peut-être même moins d'intermédiaires. Donc on comprend, là, dans le post-marché, avec les dépositaires centraux de titres, les contreparties centrales,
on a un intérêt, évidemment les émetteurs de titres, on a un intérêt à se dire, mais est-ce qu'avec ces technologies-là, je ne peux pas améliorer mes process? Quel est le gain de temps? En général, le temps de livraison moyen post-marché, on est sur quoi? 2 jours? Dans le règlement livraison, on est sur 2 jours à peu près. Il était clair qu'aujourd'hui, dans l'expérimentation, les expérimentations, tout le programme qu'on a fait, on y arrive en quelques minutes. Oui. Donc c'est forcément un gain. Alors attention, il y a encore des points de performance, de mise à l'échelle, scalability comme on dit si bien en anglais, qu'il va falloir voir. La sécurité, qu'il va falloir aussi regarder de plus près. Mais on le voit bien et on a conduit ces expérimentations avec les acteurs de marché, avec beaucoup d'acteurs de marché. Oui, vous avez mené 9 expérimentations. Où est-ce qu'on en est? Dites-nous. Eh ben, ces expérimentations sont achevées aujourd'hui. Elles ont démontré justement ce potentiel d'optimisation sur les coûts. Alors c'est encore un peu compliqué, mais sur la rapidité des process, puisqu'on en parlait à l'instant, très clairement, et sur le transfrontière, très clairement, on a des améliorations qui sont tangibles. Maintenant, on est dans une deuxième phase. On va regarder d'autres aspects, justement d'accélérer sur le transfrontière, d'accélérer sur des sujets comme mise à l'échelle, scalability, également la sécurité. Donc, ce sont des éléments qu'il faut avoir en tête. On a clairement, avec les technologies actuelles qui sont sous-jacentes finalement à ces cryptoactifs, qui font un peu de buzz médiatique, on a sur les technologies dont on parle peut-être des fois un petit peu moins, l'opportunité pour les acteurs traditionnels d'améliorer potentiellement aujourd'hui leur process, leur manière d'interagir les uns avec les autres. Alors ça, c'est un volet qui est important. C'est dans ce cadre-là qu'arrive MiCA en Europe, effectivement, qui va pouvoir un peu unifier la réglementation européenne. Mais je crois qu'on est même aussi à un échelon supérieur en train de négocier au niveau du G20. Oui, alors c'est là où il faut aussi se dire que les régulateurs ont essayé dès le départ, et on est à peu près en 2019, c'est-à-dire dès que les fameux stablecoins sont apparus, eh bien, on a eu une initiative globale au niveau du G20, l'ensemble des États membres du G20, et même un petit peu plus au-delà, de se dire, mais on a une chance unique, une opportunité unique de réglementer, de s'occuper de cette problématique qui sont l'émergence de nouveaux cryptoactifs, de stablecoins, de manière globale. Éviter les arbitrages réglementaires, notamment entre régions, d'une région à une autre. Alors on a des positions qui sont un petit peu différentes. En Europe, on a choisi un texte nouveau, un cadre réglementaire adapté qui est vraiment très large, qui regarde l'ensemble des cryptoactifs. Aux États-Unis, on a plus cherché, par exemple, à mettre, on va dire, ces cryptoactifs dans la réglementation existante. Donc on a, c'est juste un exemple, mais on voit bien, on a des différences qui sont apparues entre les uns et les autres, mais on a la recherche d'un consensus, la recherche d'un traitement de ce sujet de manière vraiment équitable entre les différentes régions du globe. Bon, et on voit que 10 ans après l'apparition des crypto-monnaies puis des crypto-actifs, on est sur cette phase émergente vraiment de la réglementation. La cathédrale reste à être construite. La réglementation pour un groupe, une plateforme, une bourse d'échange comme la vôtre, Bitstamp, Jean-Baptiste Graffio, j'imagine que c'est très important. Alors, quelques chiffres pour présenter Bitstamp, bourse d'échange de crypto-monnaies, l'une des plus anciennes qui a 10 ans, créée plus de 10 ans, créée en 2011, je crois. Ouais. Aujourd'hui, 4 millions de clients dans le monde, dont plus de 5000 institutionnels. Alors évidemment, la question de la régulation n'est pas anodine pour vous, j'imagine, Jean-Baptiste. Absolument. En fait, pour Bitstamp, l'objectif, dès le début de la société, c'était de devenir une plateforme régulée. Et dans ce contexte-là, dès les années 2014-2015, on a essayé de travailler avec certains régulateurs, notamment en Europe et aux États-Unis, pour devenir finalement la première plateforme régulée en Europe comme établissement de paiement. Aujourd'hui, on est on va dire dans une transition au niveau de la réglementation avec le régime de PSAN et de VASP qu'on observe. Alors, rappelez-nous. Effectivement, VASP, donc c'est Virtual Asset Service Provider, au prestataire de services d'actifs numériques, qui permet de donner un accès aux prestataires de cryptoactifs sur des marchés plutôt nationaux. Et la complexité, en fait, aujourd'hui, pour un acteur comme nous dans la crypto-monnaie, c'est qu'on doit aller chercher, en fait, un enregistrement dans quasiment chaque pays européen, ce qui veut dire que c'est assez fragmenté, c'est assez complexe. Évidemment, les coûts associés à la conformité sont un petit peu importants. Alors nous, on a entre 700 et 800 personnes aujourd'hui, et sur ces 700 à 800 personnes, on a 150 personnes qui travaillent justement sur des problématiques de conformité, d'aller chercher justement des différents enregistrements dans les différents pays européens. La complexité réglementaire crée de l'emploi, finalement. Exactement. Pas forcément le meilleur, mais absolument.
plus. Ouais. Donc effectivement, on est un petit peu dans une phase de transition aujourd'hui. Et en tant qu'acteur de crypto, effectivement, notre objectif, c'est vraiment d'être sous MiCA, comme Alexandre le mentionnait tout à l'heure, ce qui devrait faciliter en fait l'accès au marché, à la fois pour nous, mais comme tout opérateur, parce qu'aujourd'hui, les barrières à l'entrée sont assez élevées. Étant donné que les barrières à l'entrée sont assez élevées, c'est vrai que ça peut être un frein à l'innovation. Du fait de ce coût réglementaire, d'aller chercher pays par pays. Exactement. Ouais. Et donc effectivement, nous, on voit MiCA vraiment comme une opportunité pour avoir un accès au marché beaucoup plus libre et en même temps de pouvoir accélérer l'innovation dans le cadre de la blockchain ou des cryptoactifs. Donc on est vraiment fervent défenseur, fervent supporter de MiCA en tant qu'opérateur, et c'est pas spécifique à Bitstamp. Je pense que l'écosystème en entier est vraiment... les petits acteurs auraient finalement à y gagner. C'est aussi une question de bonne concurrence au sein du marché. Oui, absolument. C'est une question d'équité. Une réglementation européenne harmonisée comme MiCA, l'objectif premier, c'est de favoriser finalement l'entrée à tous les acteurs, favoriser ceux qui sont déjà là et qui ont un peu de mal à gérer ces soucis réglementaires d'un pays à l'autre, mais favoriser aussi un petit acteur qui souhaite rentrer par un pays et qui peut aller partout. C'est le concept du passeport européen. Absolument. Qui existe aussi. Qui existe en finance, oui, qui existe en finance, absolument. L'Europe a inventé en fait cette idée-là. C'est une idée qui est plutôt séduisante, on va dire, et qui fonctionne plutôt bien dans les faits. Alors, on peut toujours considérer que la réglementation ne va pas assez vite, qu'il faut un peu de temps pour la mettre en œuvre. C'est vrai. En même temps, c'est quand même un domaine complexe, ce domaine des cryptoactifs. Donc, on veut faire les choses sans se rater. Donc je pense que c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. On l'a vu, là, le texte est sorti du Parlement européen. Il y avait un texte du Conseil. Vous savez que maintenant, l'objectif, c'est de réunir ces deux textes différents et de faire en sorte, au sein d'un trilogue, sous présidence française cette année, de trouver une conclusion heureuse évidemment à ce texte-là. Bon, alors justement, ces questions de chronologie sont très importantes et on est dans l'actualité brûlante là. Alors d'abord, peut-être pour revenir sur l'actualité de lundi, MiCA sort effectivement validé par le Parlement européen. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de proof of work? Tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être en deux mots quel était l'enjeu de l'adoption de ce texte et de cet amendement finalement rejeté par les députés européens, et quelles pouvaient être les conséquences pour vous, acteurs de marché? La problématique en fait qui est autour du proof of work, c'est la problématique de l'énergie qui est dépensée, environnementale, qui est dépensée lorsqu'on est en train de vérifier, valider des transactions avec un certain type de technologie. D'ailleurs, je tiens bien à souligner ça, parce que quand on parle de blockchain ou de DLT, d'ailleurs, c'est pas complètement interchangeable, mais en tout cas, les technologies sous-jacentes peuvent revêtir différentes formes, on va dire, d'implémentation technique. Oui. L'histoire très énergivore, c'est vrai qu'on comme le proof of work. Exactement. Et on est aujourd'hui dans un contexte où, évidemment, de manière écologique, c'est devenu très compliqué d'accepter en fait ce type de technologie très énergivore. Donc il faut chercher à optimiser en fait les implémentations de blockchain. Ça a été tout l'enjeu effectivement de cet amendement un peu compliqué qui est devenu au dernier moment. Alors on est très sensible à ça en Europe. Aux États-Unis ou en Asie, peut-être un peu moins. Et le risque, c'était donc que finalement, tout ce qui est production, minage de Bitcoin et Ethereum se fasse aux États-Unis et qu'on laisse complètement le marché aux Américains. Effectivement, et comme Alexandre le précisait, c'est vrai que Bitcoin aujourd'hui, c'est quasiment 50% des volumes de trading sur la crypto-monnaie. Nous, Bitstamp, on a à peu près 50 monnaies aujourd'hui sur notre plateforme. On génère à peu près 1 milliard de volumes par jour de trading. Et c'est vrai que Bitcoin aujourd'hui représente entre 50 et 55%. Et c'est vrai qu'effectivement, avoir une sorte de restriction sur le proof of work, sur les blockchains liées à Bitcoin, aurait pu avoir un impact vraiment très très significatif aussi d'un point de vue business sur notre plateforme. Et comme vous le précisiez, effectivement, ça aurait pu pousser certains acteurs dans le minage des crypto-monnaies, finalement de partir de l'Europe vers d'autres géographies, notamment les États-Unis, comme vous le précisiez à l'instant. Alors, on revient sur la chronologie de ce texte qui va être évidemment l'événement le plus structurant pour l'industrie dans les mois et les années à venir. On sort du Parlement, quelle est la prochaine étape ? Prochaine étape, c'est ce trilogue. C'est-à-dire que, sous l'égide, on va dire, de la Commission, mais surtout avec la Commission, le Parlement, le Conseil, donc les États membres, vont s'asseoir, trilogue, et donc vont négocier le texte final. Oui. Voilà, ça c'est vraiment
ce qui est maintenant l'objectif. Qui pourrait donc être adopté sous présidence française. Ah, c'est vraiment, je pense aussi, là, un objectif très fort, c'est que la présidence française puisse réellement conclure ce texte quand, c'est toujours un peu compliqué de s'engager, mais peut-être premier semestre de cette année, sinon dans le courant de l'année 2022, de toute façon forcément sous présidence. Et c'est un règlement. C'est un règlement. Donc il n'y a pas de transposition. Non, il n'y a pas de transposition, au contraire d'une directive, mais il y a quand même un délai d'application. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on peut penser que le délai d'application, sous 12 mois, 18 mois, peut être aussi sujet à compromis et recherche de consensus, parce que vous l'avez dit au démarrage, ce serait 2024 si on réfléchit assez rapidement à l'ensemble de cette chronologie-là. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus vite ? Probablement que beaucoup d'acteurs le souhaiteraient. Il faut trouver là, effectivement, une certaine forme de consensus de nouveau. Alors, quels sont les sujets qui restent en débat au sein de ce texte ? Vous, côté praticien, qu'est-ce que vous regardez de près ? Nous, d'un point de vue, on dirait pratico-pratique, effectivement, ce qui est important, c'est de comprendre dans quelle mesure il y aura un process en place pour pouvoir déposer un dossier pour être MiCA compliant dans un État de l'Union européenne, pour pouvoir effectivement faire la libre prestation de services, donc de faire le passeport dans les autres États membres de l'Union européenne, comme c'est le cas pour les banques ou pour les établissements de paiement aujourd'hui, afin de faciliter cet accès à la crypto. Donc effectivement, ce qui est intéressant pour nous en tant qu'acteurs du secteur privé, c'est de comprendre en fait dans quelle mesure, quels sont les timings, comment effectivement ça va se passer concrètement pour pouvoir remplir son dossier MiCA, quels sont le temps d'instruction, quelle sera la partie... La lourdeur administrative, comment ça va se passer pour la libre prestation de service. Donc c'est vraiment des questions un peu pratiques qu'on se pose aujourd'hui, même si on est effectivement très très supporter de MiCA pour finalement avoir un accès au marché qui soit simplifié par rapport à aujourd'hui, où aujourd'hui effectivement on est dans une transition avec un régime plutôt nationale pour chacun des États membres. Donc effectivement, c'est plutôt des questions pratiques qu'on se pose aujourd'hui. La réponse du régulateur, même si évidemment il reste des sujets à mettre sur la table et à discuter, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu... Disons, l'objectif en tout cas, c'est de faire du parallélisme, un parallélisme des formes avec ce qui existe déjà, avec les établissements de paiement, la directive sur les services de paiement, la directive monnaie électronique qui existe l'une et l'autre depuis déjà un certain temps, qui ont connu des révisions. Donc là, on est sur un peu d'expérience au niveau européen et donc au niveau des régulateurs nationaux. Donc l'objectif, c'est réellement d'avoir le même type d'approche, avec la même, alors j'espère, légèreté administrative, petit jeu de mots, mais c'est vrai pour essayer aussi de faire en sorte que les acteurs puissent assez rapidement avoir de la visibilité, et ça c'est une demande qui est normale, sur le traitement de leur dossier. On essaie en France d'avoir des traitements sous 3 mois, si les dossiers sont complets, bien formés, dans l'ensemble, je dirais, des prestations de services et des réglementations européennes qui existent, à peu près, je dis de manière globale. C'est ça l'objectif des régulateurs, l'autorité des marchés financiers, l'ACPR, donc le superviseur bancaire et la Banque de France en tant que... Vous qui êtes présent de partout en Europe et même autour du monde, 3 mois, on est bon en France ? Effectivement, si on compare avec d'autres pays en Europe... Exactement, si on fait un benchmark en Europe, c'est vrai que je pense que la France, comme le Luxembourg ou les Pays-Bas notamment, ont mis en place en fait une rapidité dans le traitement des dossiers qui va certainement un peu plus rapide par rapport à d'autres acteurs européens. C'est pas tous les jours qu'on entend ça, un régulateur qui fonctionne bien avec des process rapides et efficaces. C'est bien d'entendre. Absolument. Donc effectivement, il y a une bonne dynamique au niveau du traitement des dossiers. Et comme vous le précisiez, c'est vrai qu'un dossier qui est complet peut être agréé dans les 3 mois, dans les 4 mois, en fonction du traitement. Donc c'est vraiment effectivement un avantage assez compétitif par rapport à la France, si on compare avec d'autres pays en Europe, où effectivement on peut déposer un dossier en anglais, le traitement est assez rapide. D'autres pays, effectivement, il faut le déposer en langue nationale, donc ça prend évidemment du temps pour les traductions et le process peut être assez à rallonge. Mais effectivement, on est dans une transition et avec MiCA, normalement, le process sera beaucoup plus dynamique et beaucoup plus facile pour avoir l'accès au crypto-marché. Bon, et donc ça peut être le benchmark, les 3 mois, là, pour MiCA, justement, c'est l'objectif à suivre, le modèle. Il y a plein de petites choses qu'on essaie de faire, un guichet unique, c'est-à-dire un interlocuteur, en tout cas un point d'entrée unique vers les 3 grands régulateurs, on va dire, sur le marché français. Donc ce genre de choses-là sont des expériences pratiques que l'on a gagnées ces 10-15 dernières années sur l'ensemble des textes de réglementation européenne, encore une fois de directives ou règlements, en effet. Et on espère continuer toujours à s'améliorer, mais on espère avoir déjà aujourd'hui un corpus et des méthodes derrière qui sont plutôt adaptées à la demande des acteurs. Bon, très bien. Donc, résultat des courses dans les prochaines semaines, prochains mois à venir.
avec, on l'espère, de bonnes surprises pour les acteurs de marché. Exactement. Puis par la suite, on peut déposer un dossier, donc c'est formidable. Et non, effectivement, juste peut-être un dernier point, c'est vrai que il est vraiment très très facile de travailler également avec les autorités françaises pour déposer un dossier de PSAN aujourd'hui. Il y a un point de contact, il y a une hotline, on peut effectivement poser des questions, ça permet de traiter le dossier. Et donc effectivement, ça permet effectivement d'avoir une rapidité dans l'exécution du dossier, ce qui est évidemment bienvenu pour le secteur privé aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 40 sociétés enregistrées comme ça. Et je pense que ça démontre un peu le succès justement de l'approche qui a été mise en place, notamment en France. Le dynamisme de la place de Paris aussi, sur un marché émergent, c'est important. Oui, tout à fait. Dès 2019, comme je vous le disais tout à l'heure, tout au début, il y a eu vraiment cette conscience au niveau des régulateurs qu'il faut faire quelque chose, il faut accompagner les acteurs. Il faut faire en sorte que le marché soit sain. Pour qu'il soit sain, il faut une réglementation, mais effectivement adaptée, donc un peu flexible. Et vous me parliez du régime pilote. Oui, alors c'est un corollaire très fort de MiCA. MiCA établit l'ensemble des règles de tous ces cryptoactifs, de toutes ces formes de cryptoactifs en fonction de leur objectif, paiement, investissement, etc. Et un régime qui se met en face de ça. Et puis il y a ce qu'on appelle le régime pilote. Qui est en fait... Alors, ce régime pilote, c'est très intéressant. C'est la capacité pour les acteurs de marché, avec des acteurs publics et autres, d'aller expérimenter là où jusqu'à maintenant ils ne pouvaient pas le faire. Et on est sur le post-marché, justement. Les expérimentations qu'on a faites, par exemple, en tant que Banque de France, elles étaient dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'on a à un moment, l'actif de règlement monnaie de banque centrale, on ne peut pas l'utiliser de manière tokenisée, donc de manière numérique en tant qu'actif numérique aujourd'hui. C'est une des limites des expérimentations. C'est vrai qu'on a des services aujourd'hui, Target 2, pour entrer dans les détails, qui sont disponibles et qui servent en fait à faire déjà du règlement de toute façon des opérations. Demain, avec le régime pilote, on va pouvoir avoir des acteurs privés qui utilisent par exemple des stablecoins en tant que pseudo-actifs de règlement sur le marché. On va les accompagner, on va voir comment ça fonctionne, on va nous toujours promouvoir une chose, c'est qu'on est dans le régime pilote dans le cadre d'expérimentation, sur 6 ans, c'est à peu près ça la durée du régime pilote. L'idée, c'est de voir que ça fonctionne bien avec les demandes des acteurs de marché. Et nous, en face de ça, on va continuer à se poser la question, mais est-ce qu'on ne doit pas adapter nos services de règlement, justement, en monnaie de banque centrale ? Donc les systèmes que l'on a aujourd'hui, les Target 2 Securities pour le règlement de livraison de titres, est-ce que ces systèmes-là, on ne peut pas penser, demain, il ne faudrait pas imaginer une manière plus adaptée, appropriée, d'avoir un actif numérique, y accéder directement, le faire circuler, des grandes questions. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de trajectoires. La question de l'euro numérique sur laquelle travaille la BCE. Alors, oui, c'est un autre sujet, je dirais, mais qui est le corollaire. Aujourd'hui, on a deux grandes thématiques qu'on est en train de regarder au niveau des monnaies numériques de banque centrale, donc MNBC ou CBDC en anglais, désolé pour les acronymes, mais c'est pour mieux expliquer. On a effectivement le post-marché, où l'actif de règlement euro est utilisé aujourd'hui dans les transactions de titres, règlement livraison de titres. Demain, est-ce qu'il ne faut pas l'adapter et devenir un actif numérique euro pour règlement livraison? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est en parallèle de tout ça, et qui a fait un peu de presse, et qui effectivement est assez potentiellement disruptif, mais il faut le voir comme une nouveauté, c'est l'euro numérique à part entière, Digital Euro. Oui. Et donc ça, ce serait un euro numérique, un euro pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour le commerçant. Et là, évidemment, on a de grandes questions de savoir comment cet euro numérique pourrait s'insérer dans le paysage des paiements existants aujourd'hui. On a une innovation foisonnante, on a des moyens de paiement qui fonctionnent très bien, par carte, par application mobile, wallet, etc. Par téléphone aujourd'hui. Exactement. Et on pourrait avoir un euro numérique qui serait le pendant, on va dire, des billets que l'on connaît, et qui serait la représentation d'une créance directe sur la banque centrale, donc un actif très très sûr, cette espèce de confiance, ce lien de confiance que l'on a, soutenu évidemment par les États, mais une fois de plus, d'adapter notre billet à l'ère numérique. Mais pardon, moi j'ai toujours pas compris la différence entre la monnaie virtuelle que je paye avec ma carte bleue, c'est bien un euro numérique puisque je n'ai pas ce billet, et l'euro numérique. Est-ce que peut-être pour ceux qui nous écoutent ce matin, vous pouvez nous expliquer cette différence? Je crois que c'est assez complémentaire. Et c'est vrai qu'on est en Europe dans un espace où nos moyens de paiement sont extrêmement évolués, nos moyens de paiement électroniques sont extrêmement évolués. Il ne faut pas oublier, il y a encore des formes d'exclusion digitale ou d'exclusion numérique. Quand on parle d'ailleurs aujourd'hui d'inclusion financière en Europe, on a beaucoup plus tendance à se dire inclusion digitale ou inclusion numérique. Financière. Et c'est vrai que cet euro numérique-là pourrait répondre à des cas d'usage assez spécifiques, qui des fois, générationnellement, sont
pas ou peu accepté. Donc l'idée, ce serait de faire en sorte que cet euro numérique-là soit vraiment disponible partout, accessible à tout le monde. C'est peut-être une différence avec des solutions de paiement très innovantes qui parfois demandent un peu plus de connaissances ou alors d'être avec certains acteurs privés particuliers. Je ne vais pas rentrer là dans les détails, mais on les connaît tous. Ils sont en filigrane là dans ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça aussi l'idée de cet euro numérique. Et puis il faut voir une chose, c'est que tout le monde est en train de regarder ce qu'une devise numérique serait dans le monde. On le voit, même les Américains qui étaient peut-être un peu plus circonspects sont en train d'y aller tranquillement en étudiant. En Europe, on a eu les Suédois qui ont tiré très tôt, si je peux me permettre. On a les Chinois qui, eux, ont plus qu'une expérimentation. Ils ont un véritable déploiement aujourd'hui de leur e-yuan. Donc il est évident qu'en Europe, on est obligé de regarder aussi la chose et du coup de voir les bénéfices possibles. En Europe, on est en retard par rapport à... Non, on est dans les temps. On est dans les temps et il faut se poser cette question-là parce que c'est aussi la question des intermédiaires financiers derrière des banques, du rôle des banques. On a aujourd'hui très clairement des vrais sujets d'autonomie stratégique, des acteurs bancaires européens qui sont là notamment sur ce sujet euro-numérique dans le cadre d'être en mesure de promouvoir, de proposer leurs solutions de paiement européennes. C'est vrai que là, on est en devoir de les soutenir aussi dans ces initiatives-là. Et cet euro numérique, il vient là aussi quelque part comme un renforcement finalement de l'autonomie des banques européennes. Oui, on est dans la question de la souveraineté là, qui est quand même un sujet central, notamment depuis l'explosion de la guerre aux frontières de l'Europe, qui peut provoquer une accélération sur ce plan-là. Pour terminer, peut-être l'étape supérieure, l'étape d'après, qui est cette harmonisation au niveau mondial pour un acteur comme Binstem qui est présent tout autour du monde. C'est une étape intéressante aussi. Oui, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un monde qui est morcelé, qui est complexe, avec une réglementation qui n'est pas, je dirais, harmonisée. Évidemment, le GAFI, au niveau de l'anti-blanchiment, essaie de mettre en place des principes au niveau global, justement, que chaque entité puisse mettre en pratique, chaque régulateur puisse endorser. Après, au niveau, comme vous le précisiez tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un MiCA peut-être global, qui permettrait justement d'avoir des principes de réglementation qui soient communs, non pas seulement en Europe, mais également à certains pays en Asie ou aux États-Unis, ce qui faciliterait également l'innovation et puis l'accès au marché des cryptos. Je pense que la route est certainement encore un petit peu longue, mais je pense qu'il y a quand même une envie, en tout cas ça c'est évident au niveau du GAFI, au niveau des principes AML. Après c'est plus au niveau de market in crypto assets, de voir de manière intelligente comment est-ce que aujourd'hui on pourrait endorser cette réglementation sur par exemple les États-Unis ou l'Asie ou d'autres pays. Vous qui êtes le point de vue du praticien avant que je revienne vers vous, côté régulateur, mais vous qui avez eu à déposer des dossiers à peu près tout autour du monde, est-ce que le modèle européen de régulation, comme on a pu le voir sur le monde du numérique avec le RGPD ou le DMA-DSA actuellement en discussion, qui devient un modèle mondial, est-ce que le modèle de régulation européen des crypto-assets est, selon vous, un des meilleurs? Vous avez vu des choses très intéressantes ailleurs, en Asie ou aux États-Unis? Effectivement, en Europe, l'intérêt en Europe, c'est d'avoir ce règlement donc avec MiCA qui permet de s'installer dans un pays européen et de pouvoir passeporter, donc effectivement faire ses activités sous la libre prestation de services. Ça, c'est quand même, je dirais, un modèle européen qui est absolument exceptionnel pour les entités du secteur privé. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a aujourd'hui, Bitstamp, nous avons 40 licences, donc il faut aller chercher une licence dans chaque État américain, et la réglementation évolue, donc il faut mettre à jour les dossiers de manière permanente. Et si vous voulez opérer en Asie, effectivement, il faut aller en Australie, au Japon, et aller chercher en fait des licences dans chaque pays. Alors c'est vrai que cette, je dirais, unicité, singularité européenne, d'un point de vue du secteur privé, effectivement, c'est un modèle qu'on aimerait rechercher dans d'autres régions, dans d'autres continents aujourd'hui. Mais effectivement, le monde est très morcelé, très complexe, et je pense que ça prendra certainement un petit temps d'avoir un MiCA plutôt mondial, si je peux dire ainsi. Mais en même temps, si on commence par l'Europe, c'est déjà une bonne porte d'entrée, et peut-être aussi à chaque État d'essayer d'influer sur les réglementations dans chaque continent, on va dire des pays assez larges, pour pouvoir avoir l'équivalent d'un MiCA, par exemple un MiCA américain, ce qui
éviterait d'aller chercher 40 licences, plutôt une dans un État, et de pouvoir passeporter ces activités. Donc, parce que les États-Unis, c'est État par État. C'est État par État, effectivement, aujourd'hui, pour pouvoir opérer. Alors c'est vrai que cette spécificité européenne est quand même très très intéressante. Et, nous, on est vraiment fervents supporters pour pouvoir avoir ce modèle ou ce principe dans d'autres États, notamment les États-Unis. Les nouveaux horizons de développement, les nouveaux marchés pour une plateforme comme Bitstamp. Oui, alors pour Bitstamp, le monde évidemment évolue. On l'a vu dernièrement, notamment sur tout ce qui est NFT. On voit effectivement un marché qui est très très dynamique. Tout ce qui est lié également à la DeFi, tout ce qui est lié au méta. On voit de plus en plus en fait de projets intéressants dans les blockchains également au niveau de l'infrastructure. Donc c'est vrai que le monde évolue et le fait d'avoir une réglementation qui crée cette innovation, qui va donner en fait un accès au marché de plus en plus grand, notamment grâce à MiCA, parce qu'aujourd'hui les barrières à l'entrée sont quand même assez élevées. Donc je pense que cette réglementation va permettre de baisser les barrières à l'entrée pour les acteurs du secteur privé et de pouvoir justement intensifier l'innovation. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un monde qui va plutôt se consolider au niveau de la crypto-monnaie. On va certainement voir des grands groupes en fait se consolider et certainement voir une solution ou des solutions où en fait dans le même portefeuille, dans la même solution, vous pourrez acheter de la crypto, vendre de la crypto, faire de l'épargne en crypto, faire du DeFi, acheter ces NFT, les mettre sous custody. Donc effectivement, on voit un petit peu cette tendance-là où le monde évolue très vite et on voit des acteurs qui sont en train de prendre un peu une place sur le marché avec une solution un peu end-to-end. Donc c'est un petit peu cette Voilà vision. Le futur de l'industrie des paiements, il est là. Alexandre Stervinou, on termine avec vous pour une dernière question. Allez, il nous reste 2 minutes. Mais vous-même, vous avez participé à la réglementation au sein du G20. Vous connaissez bien l'enceinte, le Financial Stability Board, le Conseil de stabilité financière, qui est un peu cette enceinte de régulation au niveau mondial. MiCA peut être un template, un modèle au sein du G20 pour construire cette réglementation. Oui, ça a été même, je pense, une source d'inspiration assez forte. Ce qui existe et ce qui a existé assez rapidement au niveau du G20, c'est la volonté de se dire on va mettre en place des recommandations de haut niveau, il y en a 10 aujourd'hui, pour que les régulateurs derrière puissent les mettre en œuvre avec leurs contraintes, leur corpus réglementaire existant, leur cadre réglementaire existant au niveau des juridictions nationales ou européennes. Alors européenne, l'Europe est souvent vue comme une seule et unique juridiction, des fois dans le concept G20, en tout cas pour ce sujet des cryptoactifs. C'est évident que on a des perspectives et des approches qui sont un petit peu différentes. On l'a vu aux États-Unis, quand on veut effectivement aujourd'hui avoir la capacité à être autorisé sur le marché, il faut avoir une autorisation de type Money Transmitter Service, MTS, donc c'est un peu particulier, il faut aller voir dans chaque État. Oui. Bon, demain ce sera probablement différent, le régulateur américain est en train de regarder à harmoniser tout ça. Donc on voit bien, l'idée MiCA, elle a phosphoré, elle continue de phosphorer. Et dans l'enceinte G20, effectivement, les travaux sont loin d'être terminés. On est en train de regarder, alors nous en tant que Banque de France, on y participe en tant que membre, on est en train de regarder, alors au-delà des stablecoins qui ont été cette première initiative de principe de réglementation un peu générique, on est en train de regarder aujourd'hui aux autres formes de crypto et si on n'a pas aussi des perspectives policy, c'est-à-dire de donner là aussi le du type de régime prudentiel que ces cryptoactifs devraient subir ou auxquels devraient être soumis. Donc voilà un petit peu la logique qui est derrière. C'est aussi un sujet de souveraineté européenne et d'influence européenne au niveau de la réglementation mondiale. Merci beaucoup à tous les deux. Alexandre Stervinou, je rappelle, directeur adjoint à la direction des infrastructures, de l'innovation et des paiements de la Banque de France. Jean-Baptiste Graftiot, vous êtes le PDG Europe de la bourse d'échange Bitstamp. J'espère qu'on vous a éclairé, qu'on vous a donné un point de vue sur ce qui sera demain l'industrie probablement des paiements. En tout cas, une nouvelle partie, un nouveau champ industriel qui s'ouvre, une réglementation qui suit derrière et qui se met en place. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. Je laisse la place à Nicolas Bétou dans 2 minutes. À tout de suite.
Moins de 2 minutes en fait, juste en tout cas quelques mots pour vous remercier d'avoir été nombreux à suivre cette première matinée de la conférence L'Opinion Luxembourg for Finance, LFF. Nous nous retrouvons demain matin pour la deuxième partie, le second volet de cette conférence, 10h midi, toujours avec des intervenants aussi prestigieux et intéressants que ceux qu'on a eus ce matin, et je les remercie tous au nom de l'Opinion et de LFF, toujours avec des journalistes de l'Opinion, et je remercie Rémi Godot et Raphaël Legendre d'avoir animé cette matinée. Demain, 2 très gros sujets qui, là aussi, sont impactés, bouleversés par ce qui se passe en Ukraine, bien entendu. Le premier, c'est l'environnement, la crise environnementale, qui est aggravée par toutes les tensions sur les matières premières et qui remet en question toutes les logiques, ou en tout cas un certain nombre de politiques qui avaient été arrêtées, en particulier, par exemple, sur le nucléaire. Donc le climat. Et puis, deuxième sujet, très important là aussi, y compris dans l'éclairage donné par la crise russe et ukrainienne, la Chine, le rôle de la Chine dans le monde en 2022, le rôle de la Chine dans ce qui peut se produire et de la pression qu'elle peut exercer auprès de la Russie, pression ou amitié exposée vis-à-vis de la Russie. Voilà, demain 10h midi, merci encore une fois d'avoir été nombreux à nous suivre, merci à LFF et à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette conférence. À demain.